Bonjour à tous et bonjour aux internautes qui regardent sur le web. Euh, la dernière fois, nous avons parlé de la science informatique et cette fois, nous allons parler d'un sujet tout à fait différent qui est l'informatique à l'intérieur des sciences et comment la science informatique est en train de bouleverser les autres sciences. Alors, premièrement, je dois dire que je ne suis pas un spécialiste de ce sujet, donc je vais parler pas mal de choses que je ne connais pas. Je ne couvrirai pas l'ensemble du sujet parce qu'il est immense, et je me suis surtout appuyé sur des choses que connaissent des gens que je connais. Donc, si vous trouvez que ce sujet est un peu partiel ou qu'il y a des choses que je n'explique pas tellement bien, pardonnez-moi. Ce que je pense vouloir vous montrer, c'est un phénomène qui est extrêmement profond, qui est à l'œuvre dans l'intégralité des sciences à l'heure actuelle et qui est de nature à changer très profondément la façon dont les scientifiques font des sciences. Alors, je vais vous citer deux phrases célèbres qui ont été données à 3 siècles d'intervalle. La première, c'est la phrase de Galilée, bien connue: le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Galilée avait compris qu'il pouvait mettre une partie du monde en équation. Il avait compris comment la vitesse d'un corps évolue en fonction de sa chute, des choses sur les pendules, etc. Il y a beaucoup de mythologie autour de ça. Non, il n'est pas monté sur la tour de Pise avec des objets, forcément lui. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont participé. Mais cette phrase est extrêmement forte parce il avait compris et surtout, il avait beaucoup profité du fait qu'il pouvait transcrire des phénomènes naturels en langage mathématique et les refléter ainsi parfaitement. Ça a été une étape fondamentale à l'intérieur de la science. Et plus tard, Einstein a dit: ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Et là, on avait fait beaucoup plus de science entre-temps. Et donc, la science permettait d'expliquer énormément de choses du monde et faire des prédictions qui s'avéraient vraies. Et ça, c'est pas du tout évident, philosophiquement parlant, que quand on fait de la science, on va pouvoir prédire des phénomènes qui existent. En quelque sorte, le monde avait l'air d'obéir aux équations qu'il travaillait, alors que le monde n'avait pas spécialement de raison de le faire, a priori. Donc ces deux phrases, c'est vraiment quelque chose de très important pour les mathématiques dans les sciences mathématisables, comme par exemple la physique. Et une question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est ce que disaient Galilée et Einstein était vrai de la physique même idéalisée. De la physique, par exemple, pour Galilée, des corps avec une masse, mais pas vraiment de dimension, etc., en ignorant l'état de phénomène. Mais il y a des pans entiers des sciences qui n'étaient pas forcément concernés par ce genre de réflexion. Il y a Eugène Wigner, qui était un grand physicien du XXe siècle, qui a écrit dans les années 60 qui a un article sur la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles. Le mot déraisonnable disait que les études mathématiques qu'on pouvait faire donnaient des résultats absolument surprenants, même pour ceux qui faisaient les mathématiques, parce que l'accord entre les mathématiques et la nature était extrêmement profond. Alors, comment marchent les sciences mathématisées? Disons la physique, la chimie, ce genre de choses. Eh bien, elles marchent par un cycle qui est le suivant. D'abord, on va observer avec des instruments physiques. Donc, Galilée a construit la première lunette, mais il y avait déjà des tas d'instruments avant. Et puis beaucoup d'autres gens ont fabriqué des instruments. Ensuite, et ça, c'est ce que Galilée a exprimé très, très clairement, on va modéliser le monde par mise en équation. On va écrire des équations, et ces équations vont permettre de faire des déductions et des calculs. Alors, comment est-ce qu'on fait les calculs? On fait les calculs à la main. C'est des calculs de mathématiques, avec un crayon dans la main, et on va calculer. Donc, c'est des calculs à portée humaine. Ça, c'est vraiment très important. Donc, qui peuvent être extrêmement intelligents, mais qui restent quand même assez limités. Par exemple, on a compris que le problème des trois corps, quand on met trois corps dans l'espace, quelle trajectoire suivent-ils? Ce problème n'est pas calculable et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors on va avoir comme base le raisonnement logique, parce que la logique est fondamentale pour fonder les mathématiques et pour dire ce qui est juste et ce qui est faux. Et le raisonnement logique humain, dès qu'on a 4 variables logiques, on commence à être perdu. C'est clair, hein, mais bon, on fait de son mieux. Et puis on a des tas de machines, des tables de log avant, des abacs, des machines à calculer qui permettent d'automatiser certaines opérations. Puis évidemment, il faut aller valider par l'observation. Mais ça a permis de découvrir Neptune, ça a permis de comprendre la trajectoire des planètes, de comprendre les marées. Je vous rappelle que Galilée ne croyait en aucune façon que la Lune avait quoi que ce soit à voir avec les marées, hein. Il a toujours dit ça. Donc même les grands savants qu'on honore peuvent raconter des bêtises et c'est pas fini. Alors,
pour ceux qui sont intéressés à ça, il y a un joli exposé qui est disponible sur le web de Gilles Dowek qui s'appelle la thèse de Church et la déraisonnable efficacité des mathématiques, qui va relier la thèse de Church, qui est un principe fondamental en informatique, et l'efficacité des mathématiques, et qui se trouve à une adresse que j'ai mise ici, que vous pouvez trouver sur les transparents qui sont sur le web. Alors, ce que je voudrais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que ça va être bien pire avec l'informatique, que l'informatique va avoir une réussite insolente, mais pas seulement dans les sciences mathématisables, dans toutes les sciences, y compris celles qui n'avaient pas été touchées par les mathématiques, ou très peu, comme par exemple la biologie, la médecine, etc. La partie scientifique de la médecine est de loin de n'être qu'une science, etc. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va d'abord utiliser des instruments numériques. Un instrument numérique, c'est quelque chose qui est un mélange de physique et d'informatique. Je vais vous en montrer pas mal. La deuxième chose, c'est qu'on va remplacer ou on va compléter la mise en équation par une mise en calcul, qui est un processus beaucoup plus général. Il y a bien d'autres choses que des équations pour faire des calculs. Et ça, on le verra dans un domaine où on ne soupçonne pas qu'il y a beaucoup de mathématiques et d'informatique, qui est la botanique. Ce n'est pas complètement évident. Ensuite, on peut faire du calcul automatique à très grande échelle. Je vous rappelle qu'un ordinateur va faire quelques milliards d'opérations par seconde, ou beaucoup plus, et que si vous avez un gros ordinateur, on va faire des milliers de milliards ou des millions de milliards d'opérations par seconde, alors que nous, on n'en fait pas une. Donc ça va changer pas mal les choses. Raisonnement logique à très grande échelle, j'ai dit que nous, on raisonnait avec 4 variables. En machine, on peut raisonner avec quelques millions, ce n'est pas un problème. Et puis, faire d'immenses statistiques qui ne sont pas faisables à la main, et faire des expériences virtuelles. Ça, je vais vous montrer ce que c'est. Puis évidemment, il faut quand même toujours valider par l'observation pour les sciences naturelles. Je vous rappelle que l'informatique n'est pas une science naturelle. Et possibilité décuplée, mais évidemment, il faut faire attention à ce que les choses qu'on raconte soient vraies. Alors, je vais vous donner pas mal d'exemples en mathématiques, en physique, en médecine, en neurosciences, en biologie, en botanique. Mais on va commencer par les maths parce que c'est assez rigolo. Les maths, après tout, et l'informatique ont des rapports très anciens. Et puis, il s'est passé des choses récemment qui sont extrêmement intéressantes pour nous et qui nous serviront la prochaine fois dans l'exposé à la chasse aux bugs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en mathématiques un raisonnement? Ce qu'on appelle une démonstration ou une preuve. Eh bien, ça consiste à écrire une suite de formules. Enfin, dans le principe, c'est formalisé par Gödel et des tas de gens avant lui. Ça consiste à écrire une suite de formules où chaque formule est soit un axiome, comme dans les théories, vous savez, Euclide et tout ça, soit déduite de formules précédentes à l'aide d'une règle de déduction. Par exemple, si j'ai démontré que A entraîne B et si j'ai démontré A, alors j'ai démontré B. C'est comme ça, c'est écrit en logique. Ou alors si j'ai démontré que pour tout x, on a une certaine propriété P de x, et si je prends un élément A précis, alors on a P de A. Donc on a un nombre fini de règles de déduction, et une preuve mathématique, c'est simplement une suite de formules, et théoriquement, on peut déduire chacune des précédentes, et c'est parfaitement rigoureux. Et ce qui est extrêmement important, c'est que dans la définition même des mathématiques telles qu'on les pratique, vérifier une démonstration est un acte qui ne demande pas d'intelligence. C'est un acte absolument mécanique. Donc ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ce n'est pas vrai. Ça demande, les preuves doivent être lues par des mathématiciens. Si ça ne demandait vraiment aucune intelligence, on pourrait les faire lire par les ordinateurs. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas comme ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que les vraies preuves sont extrêmement détaillées, peuvent être très compliquées, peuvent faire des centaines de pages avec beaucoup de raccourcis humains. Par exemple, il y a des tas d'endroits où on dit cette partie est laissée au lecteur, où on sait, on voit bien que, où il est bien connu que ça. Et ça, évidemment, quand vous donnez ça à une machine, la machine ne va pas être très contente. Alors, la question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas, au fond, vraiment, avec les machines qu'on a maintenant, leur faire vérifier des mathématiques? Et jusqu'à pas longtemps, on pensait que ce n'était pas quelque chose de très intéressant, qu'on ne pourrait pas faire des vraies mathématiques avec ça. Et là, ces dernières années, il y a eu des changements massifs. Alors, je vous en montre un et je vous en présente un autre. Voici le théorème des 4 couleurs, qui a été posé la conjecture a été posée en 1852. C'est quelque chose de très simple, qui dit, vous prenez une carte de géographie, et vous voulez colorier les États, par exemple ici les États-Unis, de telle manière à ce que deux États qui ont une frontière commune, qui soit supérieure à un point, un trait commun, eh bien, n'aient pas la même couleur, pour pouvoir les distinguer. Et donc Guthrie, en 1852, avait démontré qu'avec 5 couleurs, on pouvait le faire, mais il pensait qu'on pouvait le faire avec 4. Et il n'a jamais réussi à le démontrer. Et puis, beaucoup de mathématiciens se sont attaqués à ce problème, ont fait des démonstrations qui ont été montrées fausses. Si elles ont été montrées fausses, c'est que ce n'étaient pas des démonstrations.
D'accord? Les idées étaient bonnes, mais il y avait des détails qui clochaient. Et puis, il s'est passé quelque chose d'important en 1976, où il y avait déjà les ordinateurs. Deux mathématiciens, Apple et Haken, aux États-Unis, ont coupé le problème en deux. Ils ont écrit un problème de maths, un papier de maths, en disant, voilà, on peut ramener, grâce à ce papier de maths, on peut ramener la chose à deux, à un nombre fini de cartes. Quelques 16 000 cartes ou quelque chose comme ça, j'ai plus le nombre en tête. Et si on les vérifie une par une, on sera garanti que tout marche. Et ils ont vérifié les 16 000 cartes sur ordinateur. Et beaucoup de mathématiciens ont dit, mais ce n'est pas une vraie preuve, parce que pour le papier de maths, il n'y a pas de problème, il a été relu par les mathématiciens. Mais pour les cartes, la vérification des cartes, c'est un ordinateur, on ne peut pas avoir confiance dans un ordinateur. Alors en 2005, Georges Gontier, qui est chercheur, qui était à l'INRIA, qui est maintenant à Microsoft, Cambridge et Saclay, a pu faire une preuve entière en machine, en utilisant un système logique mécanisable, vraiment, qui s'appelle Coq, qui a été créé en France par Gérard Huette et Thierry Coquand d'abord, et qui est très populaire en ce moment. Et il a pu faire une véritable preuve, qui est très grosse, mais qui est véritablement incontestable. Et il y a quelque chose de très rigolo. C'est que là où il y avait des problèmes, ce n'était pas dans les cartes finies. Bon, il a beaucoup amélioré ça, il y en a moins à vérifier maintenant. Il a amélioré beaucoup de choses. Mais il n'y avait pas de problème avec la vérification des cartes finies, là où les gens pensaient qu'il y en avait. Là où il y a des problèmes, c'était dans le papier de maths. Parce que dans le papier de maths, à plusieurs endroits, il y avait marqué preuve omise évidente mais longue. Eh bien, ce n'était pas évident du tout. Et on comprenait quelque part pourquoi les gens l'avaient omise. Et donc, il a fallu la faire en vrai, il a fallu refaire des nouvelles théories mathématiques sur la topologie discrète, etc. Et donc, en fait, Georges a inventé un nouveau pan d'informatique qu'on appelle le génie logicien, comment faire de la logique à grande échelle. Et maintenant, il s'attaque à un théorème beaucoup plus dur, et qui est en train d'avancer fort, qui est un théorème de 1963. Bon, je ne vous dis pas ce qu'il fait, mais la preuve humaine, c'est 250 pages extrêmement denses et encore avec des raccourcis. Et donc ça, on sait qu'on va savoir le faire vraiment. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est aussi parce que ça nous servira ailleurs, par exemple pour prouver des grands programmes, et je vous montrerai la prochaine fois que les technologies développées pour faire des maths servent pour faire bien d'autres choses, ce qui n'est pas nouveau en sciences. Alors passons maintenant, mais c'est pour vous montrer que même les maths sont atteintes, hein. On va passer maintenant à des sciences naturelles. On va commencer par des choses simples, des exemples simples, je ne vous donnerai aucun détail, mais pour vous donner l'esprit. Premier exemple, pour vous dire ce que c'est qu'un instrument virtuel, une expérience virtuelle. Voilà, ça c'est la chimie du silicium à 10 000 degrés. C'est mon ami René Moreau qui fait ça, et de l'Académie des sciences. Et voilà, on fait de la chimie du silicium avec des torches à plasma à 10 000 degrés. Eh bien, ça, c'est pas facile, et surtout, c'est assez difficile de mesurer. On ne met pas des thermomètres dans un truc à 10 000 degrés. Il faut comprendre les formes, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et la méthode qu'on emploie, c'est la simulation numérique. On connaît les équations de ça, et il y a l'analyse numérique, qui est une science mathématique appliquée très très puissante, qui permet de raisonner sur ces choses et de calculer ce qui se passe. Et donc, on va faire l'expérience virtuelle, c'est-à-dire on va faire ça en machine. Et on va pouvoir déduire de cette expérience virtuelle, par exemple, les couleurs ou bien les formes des objets, et on va pouvoir valider l'expérience virtuelle par rapport à l'expérience réelle, non pas sur l'observation du cœur, mais sur l'observation de ce qu'on voit, de la surface. Et ça permet d'équilibrer l'expérience réelle dans laquelle on ne peut pas mesurer grand-chose et l'expérience virtuelle dans laquelle on ne fait pas l'expérience en vrai. Alors ça, c'est devenu l'usage absolument constant dans tous les domaines, et la simulation numérique sert à tout. Alors, je vais vous en montrer un autre exemple. Voilà ici Ariane. Donc Ariane, vous avez deux moteurs, là, et vous avez l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide, on met le feu. Alors ça chauffe, hein, ça chauffe et ça pousse. Donc il n'est évidemment pas question de suivre Ariane avec un thermomètre. Il n'y a pas un seul thermomètre qui peut faire ça. Puis Ariane, ça va vite et c'est dans l'espace. La seule chose qu'on peut faire, c'est simuler. Donc on va simuler Ariane, les moteurs, et il faut étudier en particulier ces turbulences qui sont là, parce que c'est là que l'énergie est perdue, il faut minimiser ces turbulences, etc. Et dans la simulation, on va déduire des choses, par exemple la poussée du moteur, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur, le type de fumée qu'il va émettre, tout un tas de choses qu'on va pouvoir vérifier après. Ce qu'on appelle des observations indirectes. Neptune avait été prévu par le calcul, a été observé qu'après. Et là, on fait la même chose. Et donc ça, c'est des observations. Bon, c'est un film, hein, c'est pas seulement une image. Donc vous voyez, j'ai mis ici le coût du calcul, c'est 2,5 millions d'heures.
Alors, ce n'est pas 2,5 millions d'heures sur votre PC, sinon c'est un peu long, mais ça peut être quelques heures sur une machine à quelques centaines de milliers de processeurs, par exemple. C'est des unités normales. On simule le climat, vous savez que ce n'est pas encore fait, il y a beaucoup de boulot, mais pour simuler le climat, on met les plus grands ordinateurs du monde. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de simuler le climat? Parce qu'on n'aura pas d'autres expériences. Jusqu'à nouvel ordre, la seule solution qu'on ait pour comprendre le climat, c'est de le simuler. Alors, évidemment, on n'a qu'une seule expérience, mais en plus, on n'aura pas beaucoup de validation. Donc, c'est un sujet très difficile et arrêtez de croire ce qu'on vous raconte dessus. Les gens qui travaillent sérieusement sur le sujet sont modestes. Mais ils travaillent. Alors, ça se trouve absolument partout, ça, cette modélisation numérique et informatique. Et vous voyez que c'est associé à du dessin 3D, comme ici, par exemple, on va modéliser le bruit d'un réacteur et l'optimiser. Si vous regardez un A320, un avion des années 80, c'est petit, ça fait beaucoup de bruit. Si vous regardez un A380, c'est énorme et ça fait beaucoup moins de bruit. Ben, c'est à cause de ça, en particulier. Donc ça, ce sont, je dirais, les mathématiques appliquées et l'informatique. On a les équations, je ne vous les ai pas écrites. On connaît les équations et on va résoudre des équations. Alors voilà une expérience d'astronome. Les astronomes n'ont jamais eu le budget pour faire ça, c'est faire exploser une étoile. Donc une supernova, c'est une étoile qui devient trop vieille et qui tout d'un coup se contracte et explose. Et ça, on ne peut pas trop faire l'expérience sur Terre. Et il n'y en a pas souvent en l'air, mais on fait l'expérience en machine. Pourquoi? Parce que dans ces zones de turbulence en particulier, se fabriquent les molécules lourdes dont nous sommes faits. Et énormément de molécules qui sont fondamentales pour tout un tas de choses. Et donc, ces expériences permettent encore une fois de faire des prévisions qu'on va vérifier après. Ce sont des très grandes expériences virtuelles. Il y en a d'autres, les instruments virtuels, par exemple. Vous connaissez les lentilles gravitationnelles, des gros amas de galaxies, qui font que quand un objet derrière, on le regarde, à cause de la courbure de la lumière, on va avoir des rayons qui viennent de deux côtés. C'est-à-dire les rayons partant du même point vont faire le tour dans les deux sens de l'amas de galaxies et vont être déviés et revenir jusqu'à nous. Et ça, ce sont maintenant, avec l'informatique qu'il faut pour décoder ça, des instruments virtuels fantastiques pour explorer l'univers. Alors ça, je dirais, c'est assez classique, c'est-à-dire c'est vraiment les mathématiques appliquées qui sont nées dans les années 70. L'IRIA, à l'époque, Institut de recherche en informatique automatique, avait été créé pour ça, par Jacques-Louis Lyons, qui était le père du sujet pratiquement. Alors maintenant, on va toucher à des sujets qui sont beaucoup moins d'habitude attaqués par les maths. Il y a les médecins, ce n'est pas des matheux. Et maintenant, ils se deviennent beaucoup des informaticiens, ou ils travaillent beaucoup avec des informaticiens. Et là, vous allez voir, il y a des surprises qui sont en train de se faire. Il y a une révolution totale qui est en train de se faire, petit à petit. C'est très dur, la médecine. Alors, je ne vais pas parler des dossiers médicaux, des liaisons, c'est un autre sujet qui se traite aussi. Je vais vous parler de la médecine par rapport aux gens. Je vais vous montrer quelques projets. Voilà un grand projet qui est fait à l'INRIA, qui s'appelle CardioSense 3D et qui est la modélisation du cœur. Donc le cœur, c'est un objet complexe, mais quand même faisable. C'est un muscle commandé, donc c'est un muscle. Il faut comprendre sa structure, son anatomie, ses fibres. Ensuite, c'est un muscle qui est commandé par des courants électriques. Donc il faut comprendre ces courants électriques, comment ils se propagent, comment ils peuvent être perturbés, comment ils peuvent donner des maladies. Ensuite, c'est un solide déformable. Donc il faut faire de la mécanique des solides, mathématiques appliquées classiques mais complexes. Il est nourri, le cœur. Il est nourri par des veines. Il va consommer de l'énergie. Il a un rendement fantastique. On est très jaloux du rendement du cœur dans les machines. Et ensuite, il va faire couler de l'eau à l'intérieur, enfin du sang, un liquide à l'intérieur qui va couler. Et ça, c'est très très compliqué parce que les pressions sont variables, les artères sont molles, enfin se bougent, etc. Et donc, il faut mettre tous ces modèles-là ensemble. Donc, c'est vraiment des choses qui sont pluridisciplinaires au vrai sens du terme. Il faut mettre ensemble beaucoup, beaucoup de modèles. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'abord, pour comprendre le cœur. Pour l'instant, par exemple, quand on était à l'école, on dessinait des coupes du cœur, mais ça ne nous disait pas grand-chose sur le cœur. Pour comprendre comment il marche, pour comprendre comment le simuler, pour comprendre comment le diriger, comment faire des pacemakers qui permettent de faire monter les escaliers ou de courir. Il n'y a pas, pour l'instant, un peu. Et comment faire des cœurs complètement artificiels et tout un tas de choses comme ça. Et puis, ensuite, l'idée, c'est d'avoir un modèle standard du cœur et ensuite, aller chez le cardiologue, ça voudra dire personnaliser votre cœur par rapport à ce modèle standard. Chaque homme est différent et donc vous allez avoir un cœur qu'il va falloir calibrer par rapport à ce modèle. Et pourquoi faire? Par exemple, pour faire des diagnostics et par exemple, pour faire des thérapies.
Donc on va voir ça à l'œuvre, parce que c'est quand même assez formidable. Alors une modélisation du cœur, c'est très compliqué. Ça fait appel à beaucoup de choses. Quand vous voyez des triangles, vous savez que c'est de la géométrie. Il va y avoir de la mécanique des solides. Et voilà, par exemple, une modélisation donc, en 4D du cœur, où vous voyez ici les couleurs, c'est l'influx électrique qui va se propager dans le muscle et qui va provoquer des contractions des fibres. Et c'est ça qui vous fait battre votre cœur tous les jours. Alors évidemment, quelqu'un qui connaît très bien le cœur va dire c'est grossier. Oui, mais ça fait pas longtemps que ça existe. Et l'informatique, ça va vite, comme vous avez remarqué. Et puis, par exemple, vous allez pouvoir modéliser les artères. Ça, c'est difficile parce qu'il y a des liquides à l'intérieur. Là, la modélisation des liquides est approchée. Ici, c'est beaucoup plus subtil. Et pourquoi modéliser les artères? Pour comprendre l'effet, par exemple, des caillots, l'effet des plaques, etc., sur les artères. Donc ça, rien que ça, c'est des très gros boulots. Il y a des choses qui sont très difficiles, les valves. Alors les valves, bon, vous voyez, c'est des modélisations où on regarde les courants et les réactions des valves au courant. Donc ça, c'est vraiment de la solution d'équations par machine à grande échelle. C'est pas en temps réel, hein, c'est des films qui ne sont pas faits tout à fait en temps réel, pour essayer de fabriquer un cœur virtuel et pour comprendre le cœur réel. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, par exemple, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment qu'un infarctus. Maladie qui guette tout le monde, bien sûr. Donc ça, vous avez un cœur plus ou moins normal à gauche. Et puis vous avez ici un infarctus, qui est donc un cœur où il y a des problèmes de propagation du signal électrique qui désorganisent complètement le battement du cœur. Et donc les chirurgiens savent réparer ça dans une certaine mesure, soit en coupant des canaux, soit en prenant des canaux externes. Donc en trouvant d'autres moyens de propager l'influx où il faut. Ce n'est pas parfait, mais ça se fait. Et l'idée de ces simulations, c'est de pouvoir, sur un patient donné, comprendre ce qu'il faut faire en simulation. Vous pouvez trouver des exposés de ça sur le web, en particulier à l'Académie des sciences, un exposé de Nicolas Ayache qui fait ça. Voici un exemple assez simple, mais évidemment, il ne faut pas le simplifier trop, c'est juste pour vous donner la bonne idée. D'un enfant qui a visiblement un problème. Vous n'avez pas besoin d'être cardiologue pour voir ça. Il a un problème de déformation d'un ventricule. Et les chirurgiens savent très bien couper et recoller. Mais la question, c'est où couper? Et donc, l'idée, c'est de comprendre. Là, on va voir les pressions. Ça, c'est plus l'influx électrique. Maintenant, ça va être les pressions d'éjection. Et on va voir effectivement que des simulations. L'idée de ces simulations est de permettre de comprendre qu'est-ce qui va se passer si on coupe à tel endroit. Parce qu'on ne s'amuse pas à faire des essais hein, quand on coupe et qu'on recolle. Hein. Donc les essais, on va les faire en machine. Alors évidemment, la validité de ces essais, ça va prendre du temps, c'est un grand travail, mais ça ne fait jamais qu'aller en avant. Donc on comprend tout de suite l'utilité de ces choses. Ce n'est pas pour ça que les médecins vont les adopter demain, parce que c'est de la recherche pour l'instant, mais c'est de la recherche faite avec des médecins et tout à fait avec des médecins hospitaliers. Et il y a des grands cardiologues qui s'intéressent énormément à ça. La dernière fois, j'avais montré pourquoi l'informatique avait révolutionné la notion d'atlas, la notion de géographie. Et quand vous prenez Google Maps ou n'importe quoi, ou Géoportail, vous voyez maintenant chez vous en 3D. Et c'était surprenant au début. Ça surprend évidemment pas du tout les enfants, ça surprend que les adultes. Mais c'est comme ça. Alors, en médecine, on a les atlas, c'est très important, les atlas anatomiques. Jusqu'à maintenant, c'était des choses en 2D. Et puis, c'est extraordinaire de qualité. Mais ce sont des choses, souvent des coupes, qui sont compliquées à comprendre, etc. Donc l'idée, par exemple, prenons un organisme comme le cerveau, un organe comme le cerveau, qui est un organe mou. Un organe mou, c'est très embêtant, parce que par exemple, quand vous voulez opérer le cerveau, vous allez faire un diagnostic un jour, vous revenez le lendemain, votre cerveau, il a complètement bougé à l'intérieur, et il faut retrouver ce que vous voulez opérer, et donc il faut faire des recalages. Alors, il y a différentes façons de faire des recalages, mais en voici une qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle les lignes sulcales. Donc c'est des fonds des sillons du cerveau qui sont très caractéristiques de l'espèce humaine, qui ont chacune un nom, qui sont étudiés depuis extrêmement longtemps. Mais l'idée là, c'est qu'on peut faire beaucoup plus qu'avant. D'abord, on peut faire des atlas 3D ou des atlas immersifs. Quand vous êtes dans une salle immersive, vous rentrez à l'intérieur du cerveau et vous pouvez promener dedans, c'est assez impressionnant. Et puis ces lignes-là, on peut non seulement les cataloguer et tout, mais on peut en étudier la statistique sur les sujets.
Parce que ces lignes ne sont pas les mêmes chez tous les individus, elles ne sont pas au même endroit, les cerveaux sont extrêmement différents, ils ont toutes les mêmes lignes. Et là, on voit la statistique de ces lignes qui va être... vous voyez, là où c'est bleu, ça veut dire que ça ne bouge pas beaucoup. Là où c'est rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de variabilité suivant les individus. Et puis, on peut faire de la statistique complètement 3D. Et donc, vous avez un atlas statistique du cerveau en 3D dans lequel vous allez vous promener, ce qui est quand même extrêmement différent d'un atlas papier. Et on fait la statistique du corps humain en entier comme ça. L'idée, c'est de faire des atlas numériques du corps humain pour pouvoir comparer soi-même, par exemple, au corps humain ou même comprendre le corps humain. Il y avait eu, vous savez, Carpaccio Man, le condamné à mort américain, qui a donné son corps à la science pour être coupé en tranches de 1/10 de millimètre d'épaisseur qui ont été numérisées à grande. Vous pouvez y aller sur le web, vous pouvez visiter Carpaccio Man si vous voulez. C'est assez impressionnant. C'est très différent de ce qu'on voit dans du 2D. Alors on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller par exemple, et ça c'est des choses qui deviennent standards, à faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Donc ça c'est vraiment un mélange de réel et de virtuel qui est le suivant. Un médecin, quand il va opérer par exemple un foie, ici pour une tumeur du foie, eh ben, il a un problème de se repérer dans le corps. C'est très difficile de se repérer dans le corps, surtout avec le sang, surtout, etc. Et donc l'idée, c'est, une fois qu'on a identifié le patient, qu'on sait qui il est, par différents moyens, et qu'on a relié ces moyens mathématiquement, il y a beaucoup de maths là-dedans, eh bien, on va pouvoir imprimer, même en 3D, l'image du foie, là où il est, au chirurgien, par-dessus le corps réel. Et donc ça, c'est quelque chose dont les chirurgiens sont... qui est très très important pour eux. Et vous voyez, le chirurgien va passer son temps à regarder soit le réel, là où il opère, soit les écrans, soit les projections à l'intérieur du corps lui-même. Et ça, c'est des choses qui se font maintenant. Et de plus en plus aussi, les chirurgiens pensent que dans pas mal d'opérations, pas dans tout, bien entendu, ils ne sont pas assez bons et ils préfèrent faire les opérations avec des robots. Il y a beaucoup de robots chirurgiens maintenant. Évidemment, dans la chasse aux bugs, on en parlera, parce qu'il ne faut pas que les robots soient trop buggés. Mais par exemple, les robots les plus connus, c'est ceux qui opèrent la myopie à l'heure actuelle. Donc pour opérer la myopie, vous mettez l'œil dans un appareil et l'ophtalmo, il fait retour chariot. Hein. Et l'appareil se débrouille. Bon, il y a eu quand même pas mal de tests avant, mais après, ça marche tout seul. Hein. Et ça marche fort bien, ma foi. Donc vous voyez, ce sont des changements complets de point de vue, puisqu'on va utiliser toutes les ressources de l'informatique, qui a priori n'avaient rien à voir avec la médecine, pour augmenter les capacités des médecins. Il y a énormément d'autres choses qui vont être possibles. Alors là, on est dans les organes, je dirais, dans les organes classiques du corps, c'est-à-dire le foie, les os, etc. Et donc, vous savez, par exemple, les opérations d'esthétique où on va changer les mentons des gens qui ont en particulier des déformations vraiment graves, eh bien maintenant, on reconstruit leur visage virtuellement avant. Et les pointillés suivant lesquels le chirurgien va couper sont assez largement calculés. Alors, un autre pan des sciences qui est relié à la médecine, mais qui est quand même assez différent et qui est en véritable ébullition, en particulier à cause de progrès majeurs en physique et en informatique, c'est les neurosciences. Donc les neurosciences comprennent le fonctionnement du cerveau. Alors vous avez en ce moment des journaux dans tous les kiosques qui vous parlent des progrès en neurosciences. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup pour plein de raisons. Et la première, c'est qu'on peut voir le cerveau fonctionner. C'est encore assez rudimentaire, mais on peut voir le cerveau fonctionner. Avant, on ne pouvait pas voir le cerveau fonctionner, et ça a donné des découvertes absolument majeures. Hein. J'en reparlerai peut-être après, s'il y a des questions. Alors, comment est-ce qu'on voit le cerveau fonctionner ? Eh bien, c'est à l'aide de différents types d'imagerie qui viennent d'appareils de physique et d'algorithmes d'informatique. Donc, vous avez ici l'IRM, MRI en anglais. Donc, vous mettez votre tête dans des énormes aimants supraconducteurs. On vous envoie un champ magnétique gigantesque. Et puis qu'est-ce qu'on va observer avec ça ? On va observer les déplacements, par exemple, de l'oxygène dans le cerveau. Et donc, on va voir, par exemple, les appels d'oxygène que font les cellules dans les vaisseaux, les cellules nerveuses. Quand une partie du cerveau travaille, elle va appeler de l'énergie par l'intermédiaire d'oxygène. Et on va pouvoir tracer ces appels et vérifier l'énergie et regarder l'énergie. Et donc, ça va ressembler à ça. Donc ici, on voit quelqu'un qui est en train de parler, peut-être, parce que là, on a les aires du langage, et quelqu'un qui est en train de parler. Bon, je ne suis pas sûr, je ne suis pas neurologue. Hein, et on voit ici les consommations d'énergie aux différents endroits.
Alors ça, c'est très précis spatialement, c'est-à-dire l'IRM permet d'avoir des résolutions spatiales qui sont très bonnes. Et par contre, c'est très mauvais temporellement, parce que quand vous pensez à quelque chose, le temps que l'oxygène arrive jusqu'à vos neurones, eh bien, les neurones, ils ont une réserve, ils peuvent travailler tout seuls en apnée pendant un moment. Et le temps que l'oxygène arrive aux neurones, eh bien, ça va être suffisamment long pour qu'on ne puisse pas faire du temps réel vrai. Donc, vous voyez, le stimulus arrive là, et voilà la consommation d'oxygène, d'énergie par le neurone. Et donc, on a une détection spatialement précise, mais retardée dans le temps. Mais c'est avec ça, par exemple, qu'on a pu faire des découvertes extraordinaires qui sont maintenant presque banales, tellement elles sont connues, mais du genre que bouger sa main, ça emploie une partie du cerveau, et que penser à bouger sa main, ça emploie exactement la même partie du cerveau. C'est-à-dire que faire l'action ou penser à l'action, c'est la même chose. Et ça explique, par exemple, pourquoi quand les skieurs préparent un slalom mentalement dans leur tête, ils le font. Il n'y a pas les jambes, mais il y a toute la commande. Et donc, ça explique pourquoi... ça explique énormément de choses. Ça n'explique pas tout, parce qu'il y a tellement de choses à expliquer. Donc, voilà une modalité numéro 1. Alors, il y en a d'autres. Par exemple, l'électroencéphalographie. Donc, l'électroencéphalographie, c'est plus simple. On n'a pas à mettre sa tête dans un appareil immensément cher, mais on met un casque avec des électrodes qui va mesurer les courants de quelques microvolts qu'envoient vos neurones quand ils bossent. Quand vous pensez à quelque chose, les neurones, ce n'est pas les neurones qui travaillent, ça va être des colonnes corticales, des assemblées de neurones. Et quand ils travaillent tous ensemble, ça va fabriquer des petits potentiels que vous allez pouvoir lire. Et ça va donner des cartes de potentiel comme ça. Alors ça, vous savez, c'est utilisé depuis assez longtemps. Maintenant, on fait même ce qu'on appelle le Brain-Computer Interface. Ça veut dire on vous met ce casque et on sait détecter des pensées. Pas des pensées, mais des... Enfin, si on veut des pensées. Par exemple, si vous dites « je veux que cet objet bouge à droite », ça va produire un courant électrique qu'on sait très bien relié à l'objet. Et par exemple, sur un écran, vous pouvez commander la position de la souris avec votre cerveau. Rien qu'en souhaitant qu'elle aille là, vous voyez la souris se déplacer pour aller là. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ça. Bientôt, par exemple pour le handicap, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de travail à l'heure actuelle là-dessus. Ça s'appelle BCI, Brain Computer Interface. Et c'est un sujet assez fascinant. Et ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de creuser. Si on savait creuser des trous dans votre cerveau et y planter des électrodes, on saurait faire beaucoup plus de choses, mais ce n'est pas forcément rigolo. Tandis que là, c'est juste un casque. Et ça va se trouver dans le commerce. Alors là, il y a un énorme problème informatique et mathématique, c'est qu'on a une mesure du cerveau qui est quand même assez dans le volume, on a une mesure sur la surface. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle en maths, résoudre le problème inverse, c'est-à-dire on mesure les effets sur le cerveau et il faut savoir d'où ça vient. Donc il faut retrouver les zones émettrices à l'intérieur du cerveau, ça c'est des maths dures, c'est beaucoup d'informatique. Et ce qu'on fait maintenant, c'est de combiner les deux méthodes, MRI et ça. Pourquoi? Parce que ici, on a une très très bonne résolution temporelle. C'est très précis au niveau du temps, parce que les microvolts se transmettent très vite. Il n'y a pas le délai de l'oxygène. Donc tout ça se transmet extrêmement vite. Par contre, on n'a pas d'une bonne résolution spatiale. Donc à l'heure actuelle, on tend à combiner toutes ces modalités pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un musicien, dans la tête de qu'est-ce qui se passe quand on joue du piano, qu'est-ce qui se passe quand on pense à quelque chose, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on ment, quand on lit. Alors voici une carte assez fantastique et assez récente qui utilise une troisième modalité qui est la carte du réseau du cerveau. Du réseau des nerfs qui permettent aux cellules de communiquer entre elles, aux différentes parties du cerveau de communiquer entre elles. Alors ça, c'est des choses tout à fait récentes. Donc ça demande énormément de calculs, de la physique très fine, parce que c'est fait avec une autre technique qui s'appelle la DMRI. Ça utilise le fait que les fibres, vous savez, l'eau, les molécules d'eau dans votre tête, votre cerveau, c'est essentiellement de la flotte, les molécules d'eau se déplacent en mouvement brownien dans tous les sens. Mais les fibres nerveuses sont tellement petites qu'elles conduisent, elles guident le mouvement brownien. Et ça, on peut le détecter avec des appareils de physique très sophistiqués. Et en fait, les molécules d'eau n'ont pas le choix quant à leur mouvement brownien, elles sont forcées de suivre la fibre. Et ça, on peut le détecter. On a une anisotropie du mouvement brownien qu'on peut détecter. Et on peut, avec ça, cartographier les fibres du réseau du cerveau. C'est sérieux, le réseau du cerveau. C'est pas rapide, mais il y en a beaucoup.
Et donc, je vous ai mis la référence, il y a un article dans La Recherche là-dessus, si vous voulez, récemment. Et donc, vous voyez, on va avoir tout un tas de modalités d'imagerie qui vont nous permettre de comprendre l'anatomie du cerveau, mais pas seulement l'anatomie du cerveau mort, l'anatomie du cerveau en marche. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, comprendre l'anatomie, ça ne fait pas comprendre ce que fait le cerveau, mais c'est déjà très important. Alors, je vais vous montrer maintenant, le nerf optique arrive fondamentalement ici. Donc, on arrive dans les premières aires visuelles qui vont reconnaître des petites formes, des traits, des O, des D, des T, des choses comme ça, les formes qui font les lettres. Et ensuite, ces formes vont être assemblées par ici pour fabriquer des espèces de syllabes, et ici pour fabriquer des mots qui vont être des unités. Et là, vous allez avoir une espèce de petit Google qui va aller voir dans une banque de mots, ça dépend des langues. Et puis là, vous allez passer par les voies de la parole, c'est-à-dire quand vous lisez, vous parlez en même temps que vous lisez. Et puis là, vous allez dans des endroits qu'on ne comprend plus du tout, c'est-à-dire là où on s'intéresse au sens de ce qu'on lit. Et plus on va par là, plus on va sur le frontal, plus moins on comprend et plus on s'intéresse au sens. Mais vous voyez, c'est pas très rapide, hein. Quand vous lisez, ça met quelques centaines de millisecondes pour arriver à lire. On ne se rend pas compte de ça parce qu'on apprend tellement. Et en fait, le lire, c'est reconvertir une grande partie du cerveau qui servait auparavant à s'orienter dans les forêts, etc. Et donc là, il y a un ouvrage absolument de référence, qui est personnellement un des meilleurs ouvrages de science et de patience que j'ai jamais lu, qui est Les neurones de la lecture de Stanislas Dehaene. Là, c'est un livre. Et il y a La Bosse des maths qui existe maintenant de Stanislas Dehaene aussi. Et il y a des cours de Stanislas sur le Collège de France, sur la conscience et l'inconscient, par exemple, où on commence à comprendre vraiment, à voir de façon complètement différente les différences entre conscience et inconscient, parce qu'on va voir. Hein, on a ouvert la porte, on peut aller se promener. Alors ça permet de découvrir ces images et plein d'autres choses, hein, c'est pas que ça, ont permis de découvrir les structures qui nous permettent de lire et de comprendre qu'est-ce que c'est que de lire. Donc vous avez ici les entrées visuelles, vous avez la détection des mots, vous avez ici le sens, donc là c'est plus compliqué. Là vous avez la prononciation et l'articulation, les aires du langage. Et puis là vous avez ce qui détermine votre attention. L'attention, c'est à quoi vous faites attention, qui est un processus complètement séquentiel. Donc ça, c'est très très bien décrit dans ce livre, et c'est une espèce de mélange de physique, d'informatique, de neurosciences, de psychologie, etc. C'est fantastique. Et alors là, on va voir arriver des statistiques pour des raisons tout à fait reliées, mais pas apparentes. C'est qu'en fait, ce que regarde notre cerveau, c'est des petites flottes comme ça. C'est-à-dire, dans votre cerveau, vous avez des colonnes de neurones dont la seule fonction est de détecter une fourche comme ça, ou bien un T. Donc ils sont contents quand ils voient un T. Quand ils ne voient pas un T, ils ne sont pas contents. Mais un T dans n'importe quelle orientation. Alors ça, c'est subtil, il y a des belles maths pour expliquer ça. Si vous tournez la tête, ça ne change rien pour lire. Quand je tourne la tête, je vous vois toujours. Ça fait très peu de temps qu'on comprend pourquoi. Avant, on ne savait pas pourquoi du tout. Qu'est-ce qui se passe? Parce que sur un ordinateur, on ne sait pas faire ça facilement, hein. Mais nous, les neurones, en fait, sont construits, les colonnes neuronales sont construites de manière à être invariantes sur la position rotationnelle et la taille des objets. Elles sont contentes quand elles voient un Y, un T, etc. Et puis, il y en a qui reconnaissent les faces. On est très bon à reconnaître les têtes de gens, bien sûr, etc. Et quand vous voyez un cube, on va le décomposer dans nos têtes. Ici, on a un T, ici, on a un E, un Y, un T, etc. Et on va assembler, c'est ça qu'on va chercher avec des neurones spécialisés. On va chercher ces petites choses et on va les assembler. Et là, il y a une statistique tout à fait extraordinaire. C'est de se dire, il y a plein de systèmes d'écriture dans le monde. Il y a le système chinois, le système latin avec les lettres qu'on a, il y a les lettres cyrilliques, il y a tout un tas, il y a les hiéroglyphes, il y a tout un tas de systèmes d'écriture. En quoi est-ce qu'ils diffèrent? Eh bien, quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que si on prend toutes ces petites formes élémentaires, c'est-à-dire un L dans toutes ses formes ou toutes ses positions, un T dans toutes ses formes et ses positions, un X dans toutes ses formes et ses positions, et si on regarde comment ils se présentent dans les différentes langues et dans les forêts, eh bien, on va trouver que la statistique de toutes ces formes est exactement la même. C'est-à-dire qu'en fait, les alphabets sont conduits par nos neurones. Nos neurones déterminent les formes que nous utilisons et leurs fréquences. On n'a pas tant de choix que ça pour faire les alphabets. Donc ça, c'est des statistiques sur des tas de textes, sur des images de la nature, etc. Donc encore un pan de l'informatique dont j'avais parlé avant, et des maths, bien sûr. Donc la lecture, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à comprendre. Et puis maintenant, on voudrait faire beaucoup plus. On veut faire deux choses. On veut comprendre donc l'anatomie du cerveau, ses fonctions en grand,
Mais on essaye maintenant de comprendre qu'est-ce qu'il fait vraiment. Qu'est-ce qu'ils font ces neurones? Des neurones, on en a énormément, on en a 100 milliards à peu près. Chaque neurone est connecté à peu près à entre 10 et 20 000 autres. Donc nos ordinateurs, c'est tout petit à côté de ça, hein. Et c'est pas malin, un ordinateur, comme on verra la prochaine fois. Alors nos neurones, voilà comment ils communiquent. Ils vont s'envoyer ce qu'on appelle des spikes. Vous voyez, ils ont des voltages là, et puis ils vont faire des tchac, 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 comme ça, à différents rythmes. Donc ils envoient ce qu'on appelle des trains de spikes. Et c'est comme ça qu'ils se parlent. Hein, principalement, il y a peut-être d'autres méthodes. Alors c'est la chimie qui fait ça, mais nous, la chimie ne va pas nous intéresser. La chimie permet d'expliquer comment les neurones font ces trains de spikes. En informatique, on va s'intéresser aux trains de spikes. C'est comme dans les ordinateurs, c'est ce qu'on appelle faire une abstraction. On va s'intéresser à l'information et pas à la matière. Dans les ordinateurs, vous avez les transistors qui vont avec de l'électricité, vous calculez des 0 et des 1. Mais ça peut se faire avec de l'eau, un ordinateur. L'électricité n'est pas importante. On peut faire des ordinateurs à eau, ça a existé, ou des ordinateurs à gaz, ou des ordinateurs mécaniques. Ils font la même chose, parce que ce qui compte là-dedans, ce n'est pas... Enfin, ce qui compte de ce point de vue-là, bien sûr, parce qu'il y a aussi des désordres biologiques dus aux synapses, etc. Mais si on veut comprendre le fonctionnement, ça n'est pas les molécules, ce sont les spikes. Bon, enfin, il ne faut pas exagérer, on ne comprendra pas tout comme ça. Ce sont les spikes et c'est donc la transmission de l'information. Et ça, c'est très, très subtil, très compliqué. Et il y a beaucoup d'idées en ce moment, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur fabriquer un ordinateur à spike, qui ne marcherait pas du tout comme un ordinateur normal, mais qui marcherait comme le cerveau en s'envoyant des trains de spike. Et avec des méthodes d'apprentissage, j'en ai parlé la dernière fois. Et donc, il y a beaucoup d'expériences à l'heure actuelle. Alors, dans les journaux qui aiment bien se lâcher, vous lirez, on va fabriquer le cerveau d'un humain. Non, hein, on n'en est pas du tout là. On fabrique pour l'instant des bouts de cortex visuel, des choses comme ça. Et voilà un projet, par exemple, européen. Voici un neurone électronique qui a à peu près les mêmes propriétés qu'un neurone simplifié pour faire des trains de spike. Donc, ce n'est pas des 0 et des 1, ça va être des trains de spike. Enfin, les spikes, c'est aussi des 0 et des 1, mais il y a le temps qui joue dedans beaucoup. Et puis, de ces neurones, on va en mettre énormément sur un chip ici, ce qu'on appelle un wafer, c'est-à-dire un grand cercle de silicium. Et l'idée, c'est de fabriquer des machines neuronales. Alors, il y a deux versions. Il y a un combat entre deux genres de gens. Ceux qui veulent faire des machines neuronales qui aillent à la même vitesse que l'homme, par exemple pour parler avec lui, d'accord, pour déduire des choses, pour essayer de comprendre comment nous on marche. Et puis ce projet-là, c'est différent, c'est faire des machines, comme le silicium est beaucoup plus rapide que les processus chimiques, de faire des machines qui vont 10 000 fois plus vite que l'homme pour faire plein d'expériences. Donc ça, c'est une science tout à fait naissante, hein, ça s'appelle les neurosciences computationnelles, tout ça. Et bon, évidemment, on va 10 000 fois plus vite que les neurones, mais pour l'instant, on est encore 10 000 fois plus petit que la partie V1 du cortex visuel, donc qu'un tout petit bout du cerveau, donc qui nous est très utile. Et donc voilà, de l'informatique hyper moderne. Ça, c'est fait avec, par exemple, Neurospin à Orsay, à Saclay, à GIF, qui, eux, travaillent sur... Il y a des gens en psychologie, il y a des gens en imagerie médicale. Ils ont à l'heure actuelle les plus gros IRM mondiaux, à égalité avec quelques autres. Et puis, il y a des gens qui comprennent très bien l'informatique et des médecins, etc. Et tous ces gens arrivent à se causer. Et enfin, c'est pas toujours facile, mais à faire tout ça. Alors, donc les neurosciences, c'est peut-être une des choses qui croît le plus vite au monde en ce moment, et c'est fantastique ce qui s'y passe, et donc vous avez beaucoup de journaux, c'est pas étonnant, et même il y en a des bons. Alors on va passer à la biologie moléculaire. La biologie moléculaire a été touchée par l'informatique il y a bien longtemps, quand on a vu que l'ADN, c'était ATCG. Donc l'ADN, c'est quoi? C'est une chaîne très longue, hein. Chacun de vos petits ADN fait à peu près 2 mètres de long, et vous en avez un paquet, hein. C'est rien que des mots écrits avec 4 lettres ATCG. Et donc la génétique a consisté, par exemple, décoder le génome humain, c'est faire de gigantesques bases de données de gènes. Et chaque gène, c'est très très gros. Et puis maintenant, alors évidemment, il y a des tas de gens qui ont dit maintenant on a compris le génome, mais pas du tout. On sait comment il est écrit, mais alors d'ici à comprendre ce que ça fait, plus on creuse là-dedans, plus on voit que c'est compliqué. Et donc quand vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai compris là-dedans, quelqu'un qui vous dit je cherche, il faut écouter. Alors donc ça c'est un classique et il y a énormément d'industries là-dessus, hein. Ce sont des industries, il y a même maintenant de la synthèse, puisque Craig Venter a fabriqué une bactérie qu'il a signée d'ailleurs de son nom,
à l'intérieur de son ADN à fabriquer une bactérie complètement nouvelle. Et donc, ce n'est pas des choses simples, hein. Mais il y a aussi des réseaux biochimiques. À l'intérieur d'une cellule, il va se passer un nombre considérable de réactions qui sont décrites par des grandes cartes. Et nous, en informatique, je ne vais pas vous montrer ça, on s'intéresse beaucoup à ces cartes parce que les biologistes ne savent pas en déduire des choses. Par exemple, on a une carte avec plein de réactions de fabrication de protéines et tout ça. Et puis, on en déduit à la main rien. Donc, on fait de l'informatique déjà pour trouver si ces cartes ne sont pas fausses. Donc, il y a pas mal de travaux qui montrent que si des cartes sont fausses, parce que c'est compliqué, on trouve des incohérences logiques à l'intérieur des cartes. On peut même les réparer. Ça fait progresser pas mal. Et puis, on peut faire des simulations au cours du temps, probabilistes, des espèces de production artificielle de protéines à l'intérieur des cartes. Je vais vous en montrer un exemple tout à l'heure. Et des analyses quantitatives et de la chimie, de la biochimie quantitative au lieu de qualitative. Avant, la bio était quand même surtout qualitative. Les protéines, d'ailleurs, ce sont des objets mathématiques absolument fascinants. Voilà une toute petite. Vous voyez, une protéine, ça va être formé de sphères, de gros noyaux ici, et puis de tas de filaments, et c'est la forme géométrique. C'est complètement déformable, et c'est la forme géométrique de ces filaments qui fait que vous aimez une odeur, que vous n'aimez pas une odeur, que vous reconnaissez un ennemi, un virus ou un anticorps, etc. Et vous avez ces protéines, la façon dont elles se combinent est absolument fondamentale. Et la façon dont elles s'associent, c'est ce qu'on appelle le docking, par exemple, le dépôt d'une protéine sur une grosse molécule, comme l'ADN ou n'importe quoi. Ces choses-là sont de la géométrie particulièrement dure, ce qu'on appelle de la géométrie algorithmique. Et pouvoir avoir une description de protéines avec laquelle on puisse calculer, qui soit un peu fine, et sur lequel on peut faire de la topologie, c'est-à-dire du qualitatif, si on veut, comprendre sa structure, et puis du quantitatif, c'est-à-dire de la vraie géométrie. Et bien ça, c'est un des enjeux absolument massifs de la bioinformatique, cette science qui est en pleine explosion. Alors, également, visualiser les choses, c'est très important. Quand on explique à l'école, ou même pas à l'école, quand on explique la réplication de l'ADN, c'est un processus super compliqué qu'on a du mal à s'imaginer. Mais les biologistes, maintenant, travaillant avec des gens qui font du graphique 3D, 4D, pardon, avec le temps, sont capables de nous fabriquer des choses comme ça, qui sont, voici la réplication de votre ADN en temps réel. Donc ça marche à cette vitesse-là dans vos cellules, hein. Évidemment, c'est nanométrique dans votre cellule. Et vous voyez ici les machines ici de protéines qui vont prendre un filament d'ADN et vous ressortir des petits bouts des petits bouts qui vont se recoller dans les cellules, etc. Et donc ça, ce n'est pas des jouets, hein, c'est des biologistes qui font ça, hein. Alors, pas toute la précision, parce que je vais vous montrer la tête de ces molécules après, mais c'est absolument fondamental de comprendre qu'avec maintenant l'informatique et la 4D, eh bien, on peut visualiser très rapidement des choses qu'il était très compliqué d'expliquer avant. Si vous montrez ça à un élève, quand on apprend, je ne sais plus en quelle classe c'est, en première ou en terminale, la réplication de l'ADN, c'est barbare à lire. Mais là, on comprend beaucoup mieux, hein. Alors évidemment, le jeu, ce n'est pas seulement de faire des dessins animés, ce sera de faire des choses beaucoup plus quantitatives après. Alors, voici par exemple, vous savez que l'ADN va être transcrit en ARN, qui va lui-même faire fabriquer des protéines. Et voici par exemple, dans la transcription de l'ADN en ARN, un de ces grands systèmes qui s'appelle l'ARN polymérase. Donc en vert, vous avez l'ADN qui rentre là, et puis en jaune, vous avez l'ARN qui sort là. Et c'est cette espèce de gigantesque molécule. Donc les biologistes ont compris la structure de cette molécule. C'est hallucinant, mais la dessiner, c'est encore mieux. Et puis, bien sûr, on va la simplifier pour l'animation que je vais vous montrer maintenant. Et on va la simplifier. Oups, ah oui, c'est parce qu'elle est là, l'animation. Et voici, par exemple, vous avez votre ADN. Et puis, cette machine-là va se fabriquer en ramassant des molécules dans le liquide qui vous entoure, là, dans vos cellules. Hop, et quand il y en a suffisamment, quand la machine est bien construite, eh ben, vous allez voir, à la dernière, ça va démarrer. Le processus va démarrer. Tchoc, là, le processus démarre. Et cette machine va se propager. Vous voyez le brin d'ARN qui sort. Ça, c'est à la vitesse réelle. C'est à la vitesse où ça marche dans vos cellules, ça. Hein, mais comme c'est très très grand, l'ADN, ça met quand même pas mal de temps, hein. Mais moi, je trouve ça super beau, super intéressant. Et c'est pas que éducatif. On se dit, tiens, la biologie est en train de changer de métier quelque part.
Alors pas complètement, parce qu'il faut comprendre tout ça, c'est pas sorti du hasard, c'est pas un informaticien qui a inventé ça, hein. Mais voilà, donc c'est la conjonction des deux qui va permettre de comprendre ce qui se passe. Donc vous avez les références, vous avez des tas d'autres films sur le web qui sont fascinants, complètement fascinants à voir, et qui expliquent qu'on est en train de changer de monde. Alors ça ne va pas résoudre tous les problèmes de la biologie, bien entendu. Alors je vais terminer par un exemple que je trouve absolument extraordinaire, parce que c'est peut-être le moins sujet naturellement à ça, c'est la botanique. Donc la botanique, ça a commencé il y a bien longtemps, la classification des plantes, et vous savez que Linné a classifié un nombre de plantes gigantesques, et on n'arrête pas d'en trouver, et tous les arbres sont parfaitement décrits. Mais par contre, il y a une question qui se pose, à laquelle seules les techniques informatiques peuvent répondre, et mathématiques et biologiques, enfin le mélange comme toujours, c'est quoi une plante? C'est quoi une plante? C'est pas une question. Comment ça pousse? Pourquoi ça a cette forme-là? Donc ça, c'est des questions qui se posent que depuis récemment. Je dirais ça a commencé avec Mandelbrot, qui a compris que les fractales avaient quelque chose à voir avec les plantes, et on va voir pourquoi. Mais maintenant, on va beaucoup plus loin. Par exemple, est-ce qu'on peut vraiment simuler un arbre? Mais pas du tout biologiquement, c'est-à-dire en machine, sur du silicium, pour comprendre ce que c'est qu'un arbre. Pas seulement, pas comprendre complètement ces micro-détails de la mécanique quantique qui se passe dans les réactions, mais comprendre le système d'information qui fait marcher un arbre. Alors là, je vais vous montrer des choses que je trouve personnellement très jolies, qui évoluent beaucoup en ce moment. Il y a énormément de projets dans le monde, parce que c'est critique pour l'agriculture, c'est critique pour les forêts, c'est critique pour des tas de choses. Alors on va commencer par un exemple très simple de ce qu'on appelle un L-système. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup de choses qui se modélisaient mathématiquement par des équations. Là, on va sortir des équations. Les L-systèmes, c'est des choses très simples. C'est dû à Lindenmayer, qui était d'ailleurs un botaniste. Voilà, on a deux lettres A et B. Et on va dire, c'est des systèmes qu'on appelle de réécriture. À chaque fois que vous voyez A, vous le remplacez par AB. Et à chaque fois que vous voyez B, vous le remplacez par A. Pas compliqué, hein, ça s'explique à un enfant de 5 ans. Alors on démarre avec A, qui a une lettre. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il faut le remplacer par AB. Donc au coup prochain, on écrit AB. Bon, ça a 2 lettres. Regardez bien le nombre de lettres. Maintenant, on va réécrire en même temps chacune de ces lettres. Donc A va se réécrire en AB et B en A. Donc ça va faire ABA. 3 lettres. Maintenant, on a 2 fois A, 1 fois B. Donc ça va faire AB vient de A vient de B et AB vient de A. 5 lettres. On recommence. Bon, là, il suffit d'être bête comme un ordinateur. Et on obtient AB, AA, BA, BA. 8 lettres. Et puis, ici, on continue, on obtient 13 lettres. On continue, 21 lettres. Donc tout le monde a reconnu Fibonacci. Hein, Fibonacci, c'est Fibonacci de n égale chacun des nombres et la somme des 2 précédents. Suite absolument magique qu'on trouve partout, y compris dans la nature. Et chacun sait qu'il y a beaucoup de plantes où si vous mesurez l'écart entre les feuilles, vous allez trouver cette suite de Fibonacci. Ce n'est pas par hasard, c'est que les plantes peuvent être décrites par ça. Alors là, c'est un peu petit, celle-là est un peu petite, mais vous allez voir que des choses très simples, et ça, c'est des travaux aussi faits avec Mandelbrot, donc, permettent d'avoir des véritables surprises scientifiques. Donc voici un système qui est très simple, hein, c'est explicable à un enfant de 5 ans. Vous avez 2 variables que vous allez réécrire, x et f. Vous avez 2 constantes, gauche, droite, et puis vous avez 2 autres constantes, crochet ouvrant, crochet fermant. Et puis vous partez avec x, et il n'y a que 2 règles. F va sur ff. Ça veut dire je pousse. Ma tige était de longueur 1, ma tige devient de longueur 2. Et l'autre est plus compliquée, elle va dire hey, x c'est f, je pousse, je vais à gauche, j'ouvre un crochet, j'ouvre un autre crochet, je réécris x. Donc je recommence. Je vais à droite, je réécris x, je ferme mon crochet, d, f, etc. Bon, pourquoi ça? Il suffit de voir marcher cet objet et d'interpréter les choses comme ça. Vous allez prendre un point, vous allez dessiner. Si vous faites f, vous avancez. Si vous faites g, vous faites 25 degrés à gauche. Si vous faites d, vous faites 25 degrés à droite. Si vous faites crochet ouvrant, vous vous rappelez d'où vous étiez. Et quand vous trouvez le crochet fermant qui ferme ce crochet ouvrant, vous revenez où vous étiez. Et vous recommencez. Et ça vous fait cette petite merveille, n'est-ce pas, qui a l'air rigoureusement naturelle. C'est quelque chose qu'on voit dans la nature. Et ce n'est pas du tout étonnant, parce que c'est ça que font les fleurs. C'est ça que font les plantes.
D'accord? Ce n'est pas une imitation des plantes, c'est des plantes qui imitent ça, en quelque sorte. Donc ça veut dire que ces systèmes de Lindenmayer, alors après on va les étendre avec beaucoup de choses, mais décrivent assez bien des phénomènes de pousse des plantes, d'arrivée de choses latérales, de branchements dans les plantes, etc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une plante fractale, c'est-à-dire que quand vous prenez n'importe quel morceau de la plante, si vous continuez ce morceau, vous allez retrouver exactement le même. Mettons ça, c'est 6, d'accord? Et ça va être, celui-là, ça va être 5. Mais vous le faites pousser un coup de plus, vous allez retomber sur celui-là. C'est ce qu'on appelle l'autosimilarité. C'est comme quand on regarde les côtes de la Bretagne, c'est très découpé. Si vous voulez regarder de loin, si vous voulez regarder de plus près, c'est découpé, c'est exactement la même tronche. Si vous vous approchez beaucoup, ça a toujours la même tête. C'est ça qu'avait découvert Mandelbrot, c'est que ces méthodes fractales sont capables d'observer la nature. C'est très intéressant parce qu'avant, la science s'intéressait à expliquer des choses super simples. On vous parlait de triangles. Vous avez déjà vu un triangle de la nature? On vous parlait de cercles, on vous parlait de droites parallèles. Il n'y a pas de droite parallèle dans la nature. Les droites parallèles, elles tournent. Comme ça, les routes, ça tourne. Bon, elles sont quand même parallèles. Donc maintenant, on sait décrire des objets beaucoup plus compliqués, comme qu'est-ce que c'est qu'une feuille. Il ne faut pas se leurrer, on ne sait toujours pas pourquoi une feuille est plate. Hein. C'est un des grands mystères, mais bon, les gens travaillent là-dessus. Alors, comment on va modéliser un arbre, par exemple? Eh bien, on va le modéliser en partant du phénomène biologique élémentaire qui le fait pousser. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le méristème. Et le méristème, c'est le bout de la tige. Là, c'est là où ça se passe. Et donc là, vous avez des cellules qui sont fondamentalement des cellules souches, là on les voit, etc. Et puis dedans, vous allez avoir des hormones qui vont apparaître pour des raisons qui sont de la biochimie, mais dont ici, on va pas forcément s'y intéresser, on va s'intéresser aux effets. Et ces hormones, donc vos cellules, elles sont nourries par des nutriments, donc elles grandissent. Et quand elles grandissent, eh bien, au bout quand elles atteignent une certaine taille, eh bien, elles se divisent pour rester dans leur taille à base. Et puis ici, on en voit de temps en temps qui vont se diviser. Et puis ici arrive de l'auxine, qui est une phytohormone fondamentale dans la croissance des plantes. Et cette phytoxine va changer le comportement de cette cellule et va vous faire sortir un bourgeon latéral. D'accord? Et là, cette chose-là va vous fabriquer une branche, un fruit, etc. Et donc, vous avez un système de réécriture, comme tout à l'heure, qui va fabriquer des nouvelles choses, des nouvelles branches. Mais là, il va se modifier. C'est-à-dire que quand il fabrique une branche, ce n'est plus le même système de réécriture qui va arriver. Donc logiquement, il y a un changement qui va se passer et on va avoir un autre système de Lindenmayer. Quand vous avez le tronc d'un arbre, il va avoir certaines propriétés. Quand vous faites pousser une branche sur le côté, ben la branche, ce n'est pas le tronc de l'arbre, ce n'est pas vrai, c'est autre chose. Et puis une branchiole sur le côté, ce n'est pas pareil. Puis au bout de cette branchiole, vous avez une feuille qui sort, ce n'est pas pareil. Et puis vous avez des fleurs qui arrivent. Et tout ça, on va pouvoir le modéliser avec les mêmes techniques informatiques, des systèmes de Lindenmayer, un peu plus compliqués. Et donc, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple? Eh bien, on va faire ça. Alors, j'adore cette... c'est transparent, on va vous faire pousser un pommier sur plusieurs années. Donc vous voyez, votre pommier naît là, il sort ses branches, puis ses branches se courbent à cause de la gravité. Voilà l'automne, les feuilles tombent, les bourgeons réapparaissent. Donc ça, c'est la deuxième année. D'accord? La deuxième année, il va y avoir quelques fruits, quelques pommes qui sont apparues. L'automne, les feuilles tombent. Voici la troisième année. Les branches s'alourdissent à cause des pommes et du fait qu'elles se grandissent. Et voilà, etc. Et on va simuler comme ça un pommier. Et on ne va pas seulement simuler un pommier, on va simuler toutes les variétés de pommiers. Et donc la question qui se pose, c'est un pommier, c'est quoi? Et alors évidemment, on n'a pas tout simulé. Par exemple, dans ce modèle-là, il y a des choses qui ne sont pas importantes pour la simulation, mais qui sont importantes pour vous. Par exemple, le tronc reste tout fin. On n'a pas simulé la croissance du tronc. Parce que ce n'est pas très important, en fait, au niveau de la simulation. Ça viendra après. Ce n'est pas un phénomène essentiel. On peut le faire aussi, ça complique tout. Et il faut faire chaque chose dans son temps. Alors, ce sont des agronomes qui font ça. Hein. C'est un mélange de INRA, l'Institut national de recherche en agronomie, et d'INRIA, l'Institut de recherche en informatique et automatique, à Montpellier, qui fait ça. Et donc, maintenant, comment ils savent si c'est réel? Eh bien, ils vont faire de la physique. Donc, ce qu'ils font en ce moment, c'est de scanner des arbres en 3D. Alors, vous avez un petit scanner de bureau chez vous hein, pour faire vos fax et vos photocopies et tout ça. Bon, mais là, c'est pareil, sauf que c'est un scanner en 3D qui va scanner des arbres de 15 mètres de haut. Et qui va les scanner avec une précision absolue, à coup de laser, pour essayer de comprendre quelle est la forme des vrais arbres.
Et puis évidemment, là-dedans, il va falloir rajouter plus d'aléatoires. Par exemple, il va falloir comprendre les facteurs de l'environnement. Qu'est-ce qui se passe s'il y a du gel? Qu'est-ce qui se passe, etc. Ça n'est qu'un début, mais c'est un début que moi je trouve tout à fait extraordinaire, parce qu'au lieu de classifier les plantes, le jeu c'est qu'est-ce que c'est qu'une plante en tant que système d'information. Il y a beaucoup d'autres choses. Ils ont sur leur site Virtual Plants, hein, INRIA, j'ai marqué là. Allez voir leur site. Ils ont en particulier des choses d'éducation pour les gamins, dans lesquelles vous pouvez fabriquer des fleurs et vous pouvez faire varier des paramètres très simples sur ces fleurs et vous allez retrouver plein de fleurs que vous connaissez, qui sont en fait presque pareilles. Et puis vous pouvez vous amuser à couper des gènes, comme font les biologistes. Par exemple, il va y avoir un gène qui va être responsable des étamines, un gène qui va être responsable des pétales et un gène qui va être responsable des sépales. Et si vous cassez le gène des étamines, vous voyez des aberrations qui se produisent, que par exemple, il y a 2 jeux de pétales. Il n'y a pas d'étamines, mais les pétales poussent en double. Donc c'est des bugs. Ça existe en biologie, ça. Hein. Alors il y a des très très beaux kits d'apprentissage pour les écoles, parce que les gens qui font ça font aussi énormément d'éducation. Voilà, ça c'était mon dernier exemple. Et comme l'heure passe, la conclusion, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de méprise sur l'informatique. Vous entendez des tas de gens dire, surtout ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, l'informatique, c'est un outil. Ah oui, c'est un outil, c'est évident. Quand on fait ses comptes, l'informatique, c'est un outil, c'est clair. Au début, quand on faisait de la science avec du numérique, l'informatique, c'était une machine à calculer de luxe. Mieux que les machines de calculer à manivelle. Mais en fait, c'est totalement limitatif. Dans toutes les sciences modernes, l'informatique, ce n'est pas du tout qu'un outil. C'est une façon de penser totalement différente. C'est, on va le dire, mettons, une plante, c'est un algorithme. On avait dit ça la dernière fois. Une plante, ce n'est pas que de la biologie, ce n'est pas que des molécules, c'est des algorithmes. Une plante, c'est un système de réécriture. Ça se décrit par un L-système, parce que la théorie des algorithmes connaît ce genre d'algorithmes, qui sont d'ailleurs des propriétés tout à fait rigolotes. Et donc, c'est l'algorithmique du cœur. Un cœur, c'est des algorithmes. Les algorithmes qu'on utilise en simulation, en un certain temps, c'est les mêmes qu'utilisent le cœur avec des machines différentes, des machines biologiques au lieu de machines électroniques. Et puis on développe des expériences virtuelles, ça je vous en ai montré. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous écoutez la leçon inaugurale d'Antoine Georges au Collège de France sur la physique de la matière condensée, il a repris la chaire de la physique de la matière condensée de Pierre-Gilles de Gênes l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et vous regardez, il dit pour nous, c'est absolument fondamental. Nous faisons travailler des trains d'atomes cohérents, par exemple. Et les trains d'atomes cohérents, c'est super compliqué à faire au labo, mais ça se fait très bien dans l'ordinateur. C'est beaucoup moins cher et on apprend presque autant de choses. Et surtout, on peut faire beaucoup plus d'expériences et après faire des vraies expériences. Donc, c'est une vision différente de la science où, au lieu d'expérimenter sur du papier, on expérimente sur de très grandes simulations et sur de très grandes nouvelles idées algorithmiques. Donc, des expériences virtuelles, j'en ai montré, mais il y en a un exemple est gigantesque. Voilà. Et l'informatique se marie complètement avec les mathématiques. Algorithme de résolution d'équations, ça on l'a vu par exemple pour le bruit, pour les supernovas. Algorithme probabiliste à grande échelle, j'ai oublié de dire que les pommiers là, eh ben, ce n'est pas des pommiers déterministes. Avant, par exemple, les plantes fractales, elles ont l'air de plantes, mais elles sont trop belles, quoi. Donc là, il y a beaucoup de choses probabilistes, ce qu'on appelle des chaînes de Markov, des automates probabilistes, à l'intérieur de la pousse de ces pommiers-là. Et c'est pour ça qu'il faut représenter la variété de la nature. Hein. C'est loin d'être fini tout ça. Et puis ça donne de nouvelles maths. Par exemple, ces systèmes de réécriture dont j'ai parlé, eh bien, ce sont de nouveaux objets mathématiques. Et l'informatique n'arrête pas de fabriquer de nouveaux objets mathématiques. Et pour terminer, je voudrais mentionner un livre dont j'ai déjà parlé la dernière fois, Les métamorphoses du calcul, de Gilles Doweck, qui montre quelque chose que les gens ne savent pas forcément. C'est qu'en fait, les mathématiques sont nées de l'algorithmique. C'est pas l'inverse. On pourrait dire les algorithmes informatiques est né des mathématiques. Oui, mais c'est vrai aussi avant. Par exemple, le théorème de Thalès ou le théorème de Pythagore, c'est pas du tout Thalès et Pythagore qui ont inventé le théorème. A2 plus B2 égale C2, il y a très longtemps que les gens savaient ça. Ils s'en servaient. Ils s'en servaient pour calculer des trucs sur les champs, etc. Ce que Pythagore a fait, c'est de montrer que c'était vrai. Les autres s'en servaient, ils pensaient que c'était vrai, et ça leur suffisait. Ce qu'a dit Pythagore, ça ne suffit pas,
Il faut montrer que c'est vrai. Donc les mathématiques, c'est comme ça que ça a été inventé en particulier. C'est en montrant que des algorithmes qu'on connaissait depuis longtemps étaient vrais. Hein, donc dans l'enseignement classique, on ne raconte pas ça comme ça. On dit Pythagore a inventé le théorème de Pythagore. Non. Le théorème de Pythagore existait bien avant. Et il est probable qu'il y a des tas de gens qui avaient démontré le théorème de Pythagore avant. Et si vous regardez les tablettes sumériennes du tout début de l'écriture, vous avez un triangle rectangle avec la valeur, alors en base sexagédécimale et en écriture sumérienne, vous avez la valeur de racine de 2 à 6 décimales dedans. Hein. Donc il ne faut pas croire que les prédécesseurs des Grecs ne savaient pas ce que c'était que l'algorithmique. Ils n'avaient pas trouvé ça par hasard et pas en mesurant avec un mètre. Hein. Ils l'avaient calculé. Voilà. Et alors, un des problèmes qui reste quand même, c'est que cette science informatique mêlée aux autres sciences, la bioinformatique, la médecine informatique, eh ben, c'est en très grande croissance dans le monde, mais pas forcément dans les systèmes institutionnels, ce qui n'est pas nouveau. Et je dirais qu'il y a pas mal de sciences classiques qui reconnaissent pas forcément la valeur de ces choses encore. Et c'est normal, parce que les sciences n'aiment pas forcément la nouveauté non plus. Et que ce n'est pas forcément simple de se dire, pour quelqu'un qui a travaillé sur les molécules pendant très longtemps, de dire il n'y a pas que ce point de vue-là, il y a aussi le point de vue de la théorie de l'information, il y a aussi le point de vue de l'algorithmique, parce que il y a déjà tellement de choses à apprendre dans son propre domaine. Donc ce sont des sciences qui croissent extrêmement vite, mais qui par exemple sont mal représentées dans les institutions scientifiques. Pas dans les labos. Dans les labos, la bioinformatique n'existait pas il y a 10 ans. Et maintenant, c'est vraiment une énorme recherche au plan mondial. Dans les labos, ça existe, dans les institutions, et bien évidemment dans l'enseignement, c'est totalement absent. Et il faudra comprendre comment changer ça. Je vous remercie. Question. Alors, pour les questions. Bonsoir, vous avez montré que pour la botanique, les L-systems permettaient de simuler le développement de plantes. J'imagine que ces L-systems doivent également permettre de simuler, en moins en partie, le développement des animaux, en tout cas de cellules. Et jusqu'où va-t-on aujourd'hui? Et si on rêve ou on délire, on peut peut-être imaginer dans le futur que la meilleure connaissance de l'ADN, de ces processus de réplication et d'évolution, tout ceci nimbé de L-system, permettrait d'imaginer vers quelle forme on peut aller, d'un côté vers une tortue, de l'autre côté vers un T-Rex, ça c'est pour le délire. Pour le plus raisonnable, ces évolutions simulées, calculées, permettraient peut-être de comprendre pourquoi une mutation engendre un désordre ou bien un avantage déterminant pour la prolongation de survie de l'espèce. Alors là, je pense qu'on en est assez loin de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les L-systems. Les L-systems, c'est un exemple qui marche bien pour les plantes, pour les cellules animales. La différenciation cellulaire est vraiment pas faite pareil. Il y avait par exemple, la morphologie des animaux et la morphologie des plantes, ça ne marche pas pareil. J'avais vu un exposé assez fantastique qui doit aussi être sur le web, qui explique pourquoi on a le cœur à gauche. Donc, chez les plantes, il n'y a pas de cœur à gauche. Hein. Pourquoi on a le cœur à gauche? C'est pour des raisons tout à fait extraordinaires. C'est que mais qui ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on a dans les plantes. C'est que dans l'œuf, à peu près vers le 6e, 7e jour, l'œuf est rond, il est tapissé de cellules souches, et puis il est tapissé de cellules ciliées avec des poils. C'est des poils qui fait tout. J'avais appris ça aux États généraux du poil de pataphysique au palais de Tokyo, mais qui était tout à fait sérieux. Hein. Et donc, c'est des poils. Alors, il y a une maladie qui était difficilement expliquée, qui était pourquoi les gens qui sont le situs inversus, c'est-à-dire qui ont le cœur à droite, qui ont tout à l'envers, qui ont le cœur à droite, le front à gauche, qui sont entièrement construits à l'envers. Alors, ils peuvent être en plus ou moins bon état. En général, c'est pas très bon signe, mais il y a des gens qui vivent très bien comme ça. Donc, ça, c'est de la morphogénèse animale. Donc, dans l'œuf, il y a toutes ces cellules avec des poils, et les poils vont provoquer un courant d'eau. Et ce courant d'eau va faire tourner l'eau à l'intérieur, le liquide qui est à l'intérieur de l'embryon va tourner comme ça, parce que les poils tournent dans ce sens-là, et il y a des molécules qui vont être lâchées, qui sont des morphogènes,
et qui vont déterminer les organes. Ils sont lâchés dans des ordres bien précis et ils ont des poids bien précis, ce qui fait qu'ils vont aller se coller à des endroits bien précis de la membrane. Celui-là, là, celui-là, là, celui-là, là, etc. Donc le cœur va se poser là, le foie va se poser là, les morphogènes, c'est super bien ordonné, c'est très malin, donc ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est ça qui fait que nos organes vont se développer. On parle de cellules souches et on va les spécialiser. Là, c'est l'auxine qui fait ça et d'autres phytohormones. Là, c'est complètement différent, c'est des morphogènes. Ah bon, enfin, l'auxine est aussi générée par des systèmes d'ADN. Hein. Et alors, ce qui est très très rigolo, c'est que la maladie situs inversus, c'est simplement qu'il y a un bug dans les cellules avec des poils et que les poils ils tournent dans le mauvais sens. Ils poussent l'eau dans le mauvais sens. Donc l'eau elle tourne dans l'autre sens et puis on se retrouve avec le cœur à droite, etc. Donc c'est pas les mêmes phénomènes. Alors, comprendre ces phénomènes-là, c'est-à-dire que la chaîne est gigantesque. Par exemple, à l'intérieur d'une cellule, on n'utilise pas des L-systèmes, on utilise d'autres systèmes, des cartes de génération de protéines. Et ces choses-là ont été étudiées par les généticiens et les biochimistes une par une, c'est-à-dire toute la chaîne de production des protéines qui va donner telle protéine, etc. Ça, on le modélise avec des choses complètement différentes. Donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que ce qui compte, c'est vraiment la liaison entre les niveaux de système d'abstraction. Si vous voulez modéliser une plante, il ne faut pas regarder ce qui se passe à l'ADN, sinon vous n'y arriverez jamais. Il faut comprendre où faire des abstractions. Et par exemple, on le fait en médecine, on dit il y a un organe, le foie. Bon, mais d'accord, mais le foie, il ne sait pas qu'il est différent d'à côté. Hein. Donc, on va faire ces abstractions, il y a tel organe. Et ces abstractions, on ne sait pas encore de loin où les placer. Et par exemple, comprendre exactement j'ai l'impression que plus les biologistes, je suis loin d'être biologiste, hein, mais plus les biologistes avancent, plus ils trouvent que c'est très compliqué. Au début, on pensait que les gènes déterminaient énormément de choses. Oui, mais l'épigénétique en détermine énormément. Et l'épigénétique, c'est très compliqué. Et puis, on s'aperçoit de plus en plus ces choses. Avant, on disait dans les simplifications qu'un gène déterminait une fonction. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut plein d'associations de gènes pour déterminer une fonction. Donc, il y a un boulot colossal. Hein, mais c'est un boulot de recherche prodigieux. Et là, il y a des instruments nouveaux. Et puis, il y a des instruments encore électronico-informatiques, comme les microscopes confocaux, qui permettent, avec des absolument minuscules fibres optiques et du calcul remarquablement malin, d'aller voir à l'intérieur d'une cellule ce qui se passe, de microscoper dans une cellule. D'accord ? D'aller voir vraiment, etc. Mais par exemple, il y a une conférence de Philippe Kourilski dans mon premier cours au collège qui s'appelait « Le système immunitaire vu comme un grand système d'information ». Et c'est intéressant parce que le système immunitaire, qui est quelque chose de fondamental pour nous, est un système d'information, c'est vraiment un système, quand vous regardez la multiplication des ragots sur Internet ou ce qui se passe dans un système comme le système immunitaire, c'est très similaire. Donc il y a des modélisations mathématiques qui peuvent être faites de ça avec des outils de nature différente de ce que j'ai montré. Hein. Donc il faut vraiment toute une panoplie d'outils. De même qu'il n'y a pas qu'une équation sur la Terre, il y en a beaucoup, eh bien, il faut toute une panoplie d'outils pour comprendre ces phénomènes. Et on en est très loin. Je crois que les biologistes deviennent de plus en plus modestes sur la compréhension de ça. Mais ça donne un autre point de vue. Oui, vous avez fini ? Oui. Vous avez évoqué le problème inverse au sujet de l'étude du cerveau. Oui. J'imagine que mutatis mutandis, ça doit être le même problème mathématique qu'en géophysique, lorsqu'on étudie les effets des séismes pour remonter à la source, à peu de choses près. Enfin, à peu de choses près. Vous pouvez peut-être confirmer ou infirmer. Non, ce n'est pas les mêmes équations. En tant que problème, des problèmes inverses, il y en a partout. Hein. Il y en a qu'on sait résoudre et d'autres qu'on ne sait pas résoudre. Celui-là est plus compliqué. C'est un problème qui résiste bien, je crois. Les problèmes en géophysique, c'est des équations de transmission d'ondes. Autant que je sache qu'on comprend un peu, on comprend pas mal même. Mais même il y a les théories de... je pense qu'il faut regarder pour ça pas mal le renversement temporel de Matthias Fink, qui a fait une leçon inaugurale au Collège de France assez extraordinaire là-dessus, où maintenant on arrive à faire de la géophysique sans taper par terre. Avant, il fallait taper, il fallait faire les tremblements de terre. Et maintenant, on arrive à utiliser le bruit des gens qui tapent par terre. Il y a plein de gens qui tapent par terre les avions qui atterrissent, vous quand vous marchez. On sait utiliser ça pour faire de la tomographie terrestre.
Dans ces problèmes inverses-là, électriques, je ne les connais pas. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'ils sont particulièrement cotons, ceux-là. Enfin bon, d'un autre côté, dans les terrains fracturés, la sismique, je crois que c'est coton aussi. Hein. Il y a beaucoup de sortes de problèmes inverses. Mais là, il faudrait des matheux appliqués. Bon, j'ai plein de copains, mais je ne connais rien. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des automates cellulaires dont parle Stephen Wolfram dans A New Kind of Science, une nouvelle sorte de science? Eh ben, j'en pense beaucoup de bien. Les automates cellulaires, ça a été inventé il y a fort longtemps par Conway, etc., sous le nom de jeu de la vie. Il a montré que ça a la puissance des machines de Turing, donc c'est des choses marrantes. Quelque part, les L-systems et les automates cellulaires, c'est pas tellement différent. Hein. C'est tout à fait la même nature. Les automates cellulaires, c'est des réseaux de petites machines qui vont toutes évoluer ensemble, comme les L-systems. Donc chacune va se transformer. Il y a des très beaux jeux et il y a des... C'est quelque chose d'intéressant. Je pense que Wolfram, peut-être que lui, son truc, c'est de dire que tout se ramène à ça. Bon, je pense qu'on est un peu revenu, mais oui, ça fait partie des modèles utilisés pour modéliser pas mal de choses, y compris en sciences sociales. Hein. J'ai pas là, mais je voulais vous montrer, par exemple, un beau travail de Bertrand Maury à Orsay sur comment il faut évacuer une salle. Pourquoi il faut mettre des obstacles devant les portes pour arriver à sortir? Si vous ne mettez pas d'obstacles devant les portes, il y a des bouchons. Si vous mettez des obstacles, il n'y a pas de bouchons. C'est des choses qui sont... C'est pas forcément si différent que ça. Donc, les automates cellulaires, c'est un des moyens. Oui, c'est un des modèles. Mais c'est pas très différent de ce que je montrais là. C'est des réécritures de systèmes, étape par étape. Alors, vous verrez, on utilise ça pour faire piloter les avions aussi. Moi, ce que j'appelle, ça s'appelle des langages synchrones. Piloter un avion, c'est pas très différent, quoi, quelque part. Donc, oui, c'est des modèles classiques. Bon, il y a énormément de modèles qui sont utilisés. En neurosciences. Attendez, il faut Une seconde pour le micro. En neurosciences, il paraît que la stimulation cérébrale indique énormément les fonctions des différentes parties du cerveau. Le problème, c'est que quand on fait une stimulation cérébrale, si on a ouvert le crâne, comme le neurochirurgien, c'est facile de stimuler un endroit précis, mais lorsqu'on stimule à distance, on a une action sur une profondeur de 2 cm, je crois. Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Alors, si j'ai bien compris, oui, avec des très belles techniques mathématiques et physiques qui sont justement le retournement temporel. Matthias Fink prétend qu'il peut... bon, ça, je ne vais pas vous le raconter tout de suite parce que c'est un peu compliqué à raconter, mais on peut viser... C'est né d'abord avec des... Comment ça s'appelle les échographes. Les échographes, normalement, ça sert à faire des images. Mais avec les techniques de retournement temporel, je peux vous expliquer peut-être, mais à part, on peut viser. C'est-à-dire on peut, par exemple, prendre un échographe et concentrer l'énergie en un point. Donc ça avait été utilisé avec des fonctions mathématiques, en envoyant les bonnes ondes. En écoutant l'écho et en renvoyant les ondes, on peut focaliser. Par exemple, ça peut être utilisé pour casser une tumeur à distance avec de l'échographie. Et par exemple, avec ça, ils fabriquent un appareil à l'heure actuelle qui permet de détecter des tumeurs au sein millimétriques ou submillimétriques en utilisant un échographe, non pas pour faire des images échographiques, mais pour faire bouger les tissus et mesurer leur module d'élasticité. Donc ça, c'est de la tomographie, et de mesurer qu'il y a un truc qui a un module d'élasticité différent. Donc on peut viser à l'intérieur profond. Alors il dit qu'on peut faire ça dans le cerveau aussi, mais après, le problème, c'est que travailler dans le cerveau humain, ça ne se fait pas comme ça. Il y a une autre chose que je voulais dire. Non, je ne me rappelle plus. Ah oui. Par contre, l'électrostimulation se fait pour des choses absolument extraordinaires. Donc ça, c'est encore une application médicale de l'informatique, qui se fait encore à Montpellier d'ailleurs, mais qui se fait partout dans le monde. C'est de dire, vous avez des gens paralysés, ils n'ont plus de nerfs. Et donc, alors dans les journaux, on vous dit on va remplacer leur colonne vertébrale par un système électronique. Ça, c'est pas fait. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est prendre leur nerf sciatique et le barder de petits anneaux métalliques et stimuler le nerf sciatique avec des choses qui sont produites par des microprocesseurs malins.
C'est difficile à faire. Pour faire, par exemple, qu'un paralysé, ça c'est maintenant standard comme expérience, qu'un paralysé puisse se lever. Se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir, etc. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça fait marcher ces muscles qui n'ont plus de commande. Et quand les muscles ne marchent pas, ils se dégradent. Ça fait des tas d'ennuis physiologiques. Et alors, on ne fait pas marcher des paralysés, on peut le faire aussi. Mais ce n'est pas forcément si intéressant que ça, parce que les gens qui sont... Enfin, moi, au début, je lui disais, mais pourquoi tu ne fais pas marcher les gens? Il disait, ah, on pourrait, mais ils sont tellement bien avec leur fauteuil roulant, ils sont beaucoup plus malins que ça. Hein. Donc, par contre, être debout, ça, c'est très fondamental. Donc ça, c'est des stimulations nerveuses. Alors, c'est les implants. Alors, les implants, c'est encore un mélange d'informatique, de médecine, de biologie. Donc, il faut savoir qu'on fait des implants cochléaires qui permettent d'entendre en branchant directement du traitement du signal informatique. Vous avez un micro, ça va traiter le signal informatique, c'est super compliqué. Hein, et ça va l'envoyer dans des électrodes qui sont plantées dans votre cochlée. Et maintenant, ça se fait dans les yeux. Donc on met des rétines artificielles aux gens, des rétines qui sont des microprocesseurs, qui vont capter la lumière. Alors non, il y a des caméras qui vont capter la lumière et qui vont envoyer directement dans le nerf optique des signaux qui sont compréhensibles par le cerveau. Donc ça, il y a José Sahel qui fait ça en France, ça se fait aussi en Australie, dans d'autres endroits. Et l'idée, c'est de donner aux aveugles la possibilité de voir raisonnablement des choses, de pouvoir lire par exemple, de pouvoir... donc pour l'instant, on vise de planter beaucoup d'électrodes. Alors ça débute, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple au niveau informatique, c'est évidemment très compliqué au niveau médical. Aller planter des électrodes dans la rétine, c'est pas rien. Et c'est des microprocesseurs. Et puis en plus, il faut que ce soit totalement à l'intérieur de la tête. Donc il faut donner de l'énergie. Donc ça se fait par induction à travers le crâne. Donc c'est quoi? C'est de la physique, c'est de l'informatique, c'est des maths, c'est de la médecine, c'est des sciences modernes. Mais l'électrostimulation, c'est un sujet absolument fondamental. Donc, vous avez un projet qui s'appelle Domar à l'INRIA qui travaille que là-dessus. Mais là, ce n'est pas la même chose. Je dis l'informatique va très vite, mais pas ça, parce qu'il faut faire... avant de faire les tests sur les gens, c'est de la médecine. Donc, il faut passer des autorisations qui sont très, très compliquées, et c'est normal. Mais c'est une des grandes voies de la médecine moderne, hein, certainement. Pour certaines maladies. Oui ? Oui, bonsoir. Jusqu'à quel point peut-on faire confiance dans les résultats d'une simulation? Parce que c'est quand même pas le réel. On n'a pas envie de simuler le réel. C'est comme jusqu'à quel point peut-on faire confiance à Newton? D'accord, Newton a établi les lois de la gravitation et du mouvement des corps dans l'espace. Jusqu'à quel point on peut lui faire confiance? C'est une question analogue. Parce que Newton, c'est jamais que la simulation. C'est une simulation mathématique de la nature. Et on peut lui faire confiance assez raisonnablement. Quand on lance un satellite, on fait ça avec Newton. On ne fait pas ça avec de la mécanique quantique. Hein. Parce que la mécanique quantique, c'est plus précis, mais on ne sait pas faire les calculs. Donc une théorie ne doit pas être exacte. Ça, ce serait une fausse idée que de penser qu'une théorie scientifique doit être exacte. Une théorie scientifique doit être efficace par rapport à ses objectifs. Donc si mon objectif, c'est de jouer au billard, je fais de la mécanique newtonienne. Ça marche super bien. Si mon objectif, c'est de lancer des électrons dans un accélérateur de particules, je ne fais pas de la mécanique newtonienne parce que ça ne marche pas du tout. D'accord? Donc quel est l'objectif? Donc quand on simule un pommier, là, l'objectif pour l'instant, c'est de comprendre le pommier. C'est de comprendre ce qui différencie un pommier d'un autre. Non pas au niveau génétique, mais ça on le sait déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quelles différences informationnelles vont faire les gènes? Qu'est-ce qui va se passer dans la croissance? C'est comprendre pourquoi il y a 24 sortes de pommiers, ou je ne sais plus, c'est à peu près ça. Donc un pommier, à l'heure actuelle, ça se décrit, d'après ce qu'ils m'ont dit, par à peu près 70 paramètres, dont 25 importants. 25 nombres, ça définit un pommier. Ah, on aurait pu penser qu'il en fallait 10 000 fois plus que ça. Non. Mais ça ne fait pas un vrai pommier. Donc... parce que ça décrit les phénomènes fondamentaux. Quand on dit on connaît l'ADN. Alors dans tous les journaux scientifiques, on disait on connaît l'ADN, le mystère de la biologie est résolu. Non. On connaît l'ADN, donc le mystère de la biologie commence. Il y a un article extraordinaire d'un de mes amis qui s'appelle Luca Cardelli, qui est quelqu'un de tout à fait génial. Je vous conseille si vous allez voir sur mon site, il a fait un exposé qui s'appelle Computing with DNA, faire des calculs avec l'ADN. Donc il fait des ordinateurs à ADN, lui, c'est rigolo comme tout.
Et il a dit, voilà pourquoi la biologie a un problème qu'elle ne veut pas forcément admettre. Ça s'appelle How can a system biologist fix a Tamagotchi? Comment est-ce qu'un biologiste systémique peut réparer un Tamagotchi? Vous vous rappelez ce que c'est un Tamagotchi? C'est le petit jouet japonais qu'avaient les gens où il y a une petite bestiole. Donc les gamins avaient tout ça à un moment. Il y a une petite bestiole, puis elle est contente, elle n'est pas contente, il faut lui donner à manger. Si on lui donne mal à manger, elle commence à dépérir. Il faut la soigner, mais si on la soigne mal, ça empire et tout. Donc les gamins ont passé leur vie à essayer de... Et donc le jeu, c'était plus il vit longtemps, plus on gagne. Et c'était très rigolo. Et il se trouve que le Tamagotchi est un objet totalement secret. C'est-à-dire que c'est une femme qui l'a fait, je crois, qui a conçu le programme du Tamagotchi et personne ne sait comment ça marche. Donc le jeu, un grand jeu auquel ont joué beaucoup de gens, c'est essayer de comprendre ce qu'il y avait dedans. Donc c'est la biologie de l'informatique. On a un objet informatique qui essaye d'imiter une forme de vie primitive et on veut savoir comment il est fait. Et donc, comment ferait un biologiste? Il essaie de comprendre les composants, il essaie de comprendre l'ADN. Donc il finit par ouvrir la boîte, ce qui n'est pas facile, mais il ouvre la boîte et dedans il trouve un petit machin noir avec des pattes. D'accord? C'est le circuit de la bête. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais faire l'expérience. Donc je coupe une patte. Ah, je coupe une patte, ça ne marche plus. Donc j'en déduis que les pattes sont fondamentales pour que le Tamagotchi marche. Et comme ça, il va tout explorer. Alors si je coupe cette patte-là, ça marche à peu près, mais il y a l'écran qui a la moitié qui est cassé, donc telle patte, il est... Et donc, il va passer sa vie entière à faire ce qu'on fait en biologie, c'est-à-dire à comprendre l'ADN, à décoder le code génétique. Et il ne saura rien sur le Tamagotchi, parce que ce qui compte, ce n'est pas le hardware, c'est le software. Le hardware, on s'en fout, le circuit, on s'en fout, ce n'est pas ça qui compte, c'est les 0 et le 1 qui déterminent le software. Donc, il peut passer sa vie à étudier le hardware, il ne saura rien du software. D'accord? Donc, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'en biologie, on comprend pas mal le hardware, visiblement, ou certaines parties du hardware, mais le software, pas encore beaucoup. Et c'est le software qui fait le boulot, c'est pas le hardware en un sens. Donc ça, c'était son argument. Je vous conseille ce papier. Donc le modèle, ça veut dire quoi? Modéliser. Il est possible que modéliser intégralement l'ADN, ça serve à... On puisse fabriquer des nouveaux objets, mais toujours sans comprendre comment ils marchent. Ça, c'est possible. Donc, bon, c'est peut-être pas moi qu'il faut demander la question. Si vous demandez à Craig Venter, lui, il saura sûrement mieux. C'est la première personne à avoir séquencé l'ADN en grand. Mais c'est très compliqué, la vie. Hein. Et c'est comme le... Si vous comprenez, par exemple, on comprend bien ce qui se passe dans une synapse. Ça donne absolument aucune compréhension de ce qui se passe quand on lit quelque chose. Ou quand on écrit une poésie, mais aucune. C'est complètement inopérant. Donc, la notion de modèle, il faut définir son objectif pour comprendre si elle est bonne ou pas. Hein, donc les modèles que j'ai montrés sont des modèles simples. Faire pousser le pommier, c'est 2 pages de code. Mais c'est du code malin. Donc le modèle, il faut d'abord choisir son objectif et après on peut dire si un modèle est bon ou pas. Il ne faut jamais avoir un modèle trop fin. Mais par exemple, vous ne pouvez pas faire un GPS si vous ne savez pas ce que c'est que la relativité générale. Là, il faut un modèle malin. Oui? J'ai encore une question. Toutes ces techniques, biologie systémique, programme génome, ça génère beaucoup de données. Et il y a sûrement des problèmes de stockage des data. Oui. Alors, je ne sais pas comment ça va évoluer. Si ça ne va pas poser des problèmes. Ça pose des problèmes, bien entendu. C'est-à-dire en particulier les bases de données de biologie sont extrêmement grandes, extrêmement complexes, parce qu'il y a des bases d'ADN, bien sûr, et l'ADN, c'est gros. Il y a des bases de tas d'autres choses. Et pour les médicaments, il y a des bases de tests, il y a des bases de... Eh bien, il faut savoir que les grandes industries mondiales informatiques s'intéressent énormément à ce problème. Justement, je voulais savoir, l'ouverture des données, est-ce que c'est pas un enjeu? L'ouverture des données est évidemment un enjeu. C'est-à-dire que Bon, d'abord, arriver à rechercher dans ces données est un enjeu. Donc, par exemple, vous avez des énormes projets qui ont été faits à travers le monde pour dire, bon, c'est bien, on a trouvé l'ADN, mais on fait comment pour chercher? Parce que l'ADN, c'est pas un machin très clair. Hein. Il y a des trous, il y a des machins, on ne sait pas si ça code ou si ça code pas. On dit qu'il y a des régions non codantes dans l'ADN.
Maintenant, on s'aperçoit que les régions non cohérentes sont tout à fait importantes pour les tas de trucs qu'on ne comprend pas bien. Et donc, il va falloir faire de la fouille de données dans les données biologiques. Il y a beaucoup de monde là-dessus. Et il y a des grands projets en France là-dessus. Ça pose des problèmes très difficiles. Parce que ce n'est pas Google, ce n'est pas dans des textes qu'on cherche, c'est vraiment dans d'autres objets biologiques, ou de chercher dans des images géométriques. Ou par exemple se dire, on a les radios de la population, bon ben maintenant, est-ce qu'on peut faire les statistiques de tels trucs qu'on trouve sur les radios? Et c'est sur 60 millions de radios, donc, ou plus, donc il n'est pas question de faire ça à la main. Donc il y a des problèmes énormes de gestion de données qui sont très bien pris en compte. Ouais. Enfin très bien. Il y a beaucoup de boulot. Il faut des data centers, alors je suppose Où est-ce qu'il ne faut pas des data centers? Oui, mais bon, c'est des problèmes d'énergie qui vont avec. Il faut des data centers. Donc il est probable que le futur de l'informatique, ce sera qu'il n'y a plus que les gens comme moi qui utiliseront cet objet, qui auront leurs données dedans, qu'il y aura énormément de data centers gigantesques. Après, il y a des problèmes d'énergie, mais on les met dans les barrages. Google, il a ses machines près des barrages. Sur les plateformes offshore. Sur des plateformes offshore. Sur des plateformes offshore. Il y a eu aussi il y a d'autres problèmes pour ça. Mais oui, absolument. On met des data centers partout. Et puis nous, on aura des machins, des téléphones, des écrans, des je ne sais pas quoi. Oui, ça change. Quand je dis on fait des calculs, par exemple pour le climat, il va falloir avoir des machines avec des millions et des millions de processeurs. Et justement, là, moi j'en reviens à l'enjeu de l'ouverture des données, parce qu'il y a tout le problème de, comment on appelle, ça y est, ça m'échappe. Il y en a deux, oui. Le problème des brevets, là-dedans, ça beaucoup. Oui, c'est très important. Il y a eu énormément de controverses sur le fait si on avait le droit de breveter un ADN. Moi, je ne suis pas très pour breveter l'ADN parce qu'on n'y est pas grand-chose. On n'est pas pour grand-chose. Je veux dire, inventer l'ADN, on n'est pas des colonisateurs comme était Christophe Colomb. Il a breveté l'Amérique, Christophe Colomb. Il n'a pas conquis. Il y a des tas de gens qui y étaient avant, vu qu'il y avait déjà des gens qui y habitaient. Mais il a breveté quelque part. C'est ça qu'il a fait. Il y a énormément de... il y a beaucoup de discussions. Les pays sont en désaccord là-dessus, sur les brevets. Mais il y a aussi un problème de format. C'est-à-dire qu'il faut que les données soient interopérables, qu'elles soient exploitables par les uns, par les autres. Donc ça, dans les bases de données, c'est des gros problèmes. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ça à l'heure actuelle. Même en France, il y a des grands projets. Vous pouvez voir ça sur le web, cherchez base de données biologiques, vous trouverez. Oui, c'est des problèmes très sérieux. Les algorithmes, il n'y en a pas que pour modéliser. Il y en a bien sûr pour la fouille des très grandes masses de données. Pour le stockage des très grandes masses de données, pour effectivement l'accès. Alors il y a quand même beaucoup de masses de données publiques. Un bon exemple, c'est ancien maintenant, mais c'est Carpaccio-Mann, l'homme coupé en rondelles. Tout le monde y a accès. Hein. Et vous pouvez faire vos calculs avec. C'est gros, hein. C'est beaucoup de données. Une dernière question peut-être ? Lors de votre précédente conférence, vous avez expliqué qu'on était capable de détecter l'arrivée d'une grippe en mesurant le taux de questionnement des utilisateurs de Google. Donc dans des bases de données gigantesques comme celles qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'on a des processus de recherche non plus séquentiels comme dans l'informatique traditionnelle, mais par analogie, un peu comme Google permet de connaître d'où vient ou va la grippe sans avoir des... Alors, oui, par exemple... il faut comprendre, il y a deux aspects à la question. Le premier, c'est si Google sait où est la grippe, c'est parce que c'est lui qui a les données. Donc, vous savez qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous regardez la capitalisation boursière des entreprises mondiales, vous allez trouver en 1 Apple, qui est l'entreprise la plus chère du monde. En 2, depuis la semaine dernière, vous trouvez IBM, qui s'intéresse énormément à la biologie et les data centers. En 3, vous trouvez Google. En 4, vous trouvez McDonald's, qui est le seul intrus. Et en 5, vous trouvez Microsoft. Ça veut dire que 4 des 5 premières boîtes du monde sont des boîtes d'informatique. Et pas d'informatique, de données. Apple, c'est la musique. Google, c'est vous, les données. Donc, c'est pas tout le monde qui peut faire les questions.
Et IBM travaillait énormément dans ces données-là. Donc, je ne me rappelle plus de la question. Alors, il y avait deux aspects. Il y avait les données. Qu'est-ce que c'était le deuxième aspect? C'était peut-on faire des analogies? Ah oui. Et donc la fouille là-dedans, oui, bien sûr. Il y a de la fouille, par exemple le screening de médicaments. C'est des tests très systématiques. On prend des molécules, on les lance, on regarde ce que ça fait et tout. Et il faut des grosses fouilles de données pour faire ça. Donc ça peut être dans des résultats d'expérience, donc dans des chiffres, dans des mesures. Ça peut être aussi des fouilles sur des images. Par exemple, de trouver des analogies dans des images IRM, de trouver des... Ça, c'est plus compliqué, la fouille dans les images. La fouille dans des films, ça se fait pour des tas de raisons, mais par exemple, celle-là, oui. De fouiller dans des... de la fouille dans l'ADN, ça se fait vraiment en grand. Hein. Quand on cherche quel gène contrôle quoi, c'est vraiment des algorithmes de fouille dans des grandes masses de données. Hein. Donc ça, c'est majeur. J'en ai pas parlé, ce n'est pas des choses que je connais bien, hein, simplement. C'est majeur, oui. Ah ben c'est complètement explosif, ces sujets-là. Hein. Complètement. La biologie va être un des grands fournisseurs de données du monde. Hein. Et c'est pour ça qu'elle intéresse les gens aussi.